Pour moi, MrBeast, il a un peu baisé mon plaisir à faire les vidéos. Non mais... Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Fuse3, youtubeur depuis plus de 15 ans, avec plus de 3 millions d'abonnés sur sa chaîne, mais aussi le propriétaire de 2 autres chaînes à succès. On va parler aujourd'hui de son parcours, de ses débuts à maintenant, de sa façon de travailler et produire du contenu, mais aussi de ses multiples business autour de YouTube. Palladium, Blockmedia, Soundblock, il nous donnera même ses conseils pour lancer et bien vendre un produit à son audience. Et pour vendre ses produits à son audience, il a rencontré pas mal de problématiques. Mais ça, on en parlera plus tard. Bah oui, quand on veut lancer un produit, on se retrouve très vite face à plein de galères. C'est exactement pour ça que Fuse est passé par Shopify, et nous aussi chez Creator Lab, on l'utilise. On utilise Shopify en interne pour nos plus de 30 créateurs de contenu. Pourquoi ? Parce que c'est simple, rapide et efficace. Il y a des templates hyper beaux, qui évitent de payer des développeurs et des graphistes super chers. Il y a tous les systèmes de paiement intégrés, que ce soit par carte, PayPal ou Apple Pay, et t'as même un système pour gérer les livraisons. Maison, point relais, tout est traqué automatiquement. Tu peux suivre tes commandes, voir les statistiques en temps réel, et avec les dashboards, tu peux savoir où en sont toutes tes ventes. Honnêtement, aujourd'hui, je vois même pas comment on ferait sans Shopify. En plus, c'est encore plus simple avec leur nouvel outil, Sidekick. C'est une IA, mais c'est pas juste un simple gadget comme on peut le voir sur les autres sites. On peut lui demander d'ajouter un produit, de nous conseiller, de nous expliquer le comportement des clients, ou même de nous aider à créer des pages. En plus, avec Creator Lab, nous, on a une situation qui est assez particulière. Et ce qui est bien, c'est qu'avec la marketplace de Shopify, il y a plus de 8000 apps disponibles. Tu as un besoin spécifique, il y a toujours une solution. Par exemple, si tu es streamer et que tu veux recevoir une notif en live à chaque vente, il y a une app pour ça. Bref, si vous voulez lancer une boutique facilement, c'est la solution la plus efficace. Nous, ça fait plus de 5 ans qu'on l'utilise et on la recommande les yeux fermés. Le lien est en description si vous voulez tester, et merci à Shopify de soutenir le podcast. Le but du podcast, du coup, essentiellement, c'est quand même un truc orienté pour les créateurs de contenu. Donc j'ai fait un peu une trame, tu vois, avec des questions. Le but, c'est un peu d'échanger en suivant quand même cette trame. Du coup, on va commencer par parler un peu de ton histoire. Donc t'as grandi autour de Paris. Quand t'étais gamin assez tard quand même, mais tu t'es lancé sur Dailymotion en premier, je crois. C'est ça. Qu'est-ce qui t'a amené dans la création de contenu? Est-ce que t'avais eu des modèles? Est-ce que t'as des personnes qui... Alors, la création de contenu, moi j'ai commencé, comme tu dis, Dailymotion. Je sais pas ce qui m'avait inspiré, mais moi j'ai toujours bien aimé faire les petites vidéos avec les montages sur Movie Maker à l'ancienne. Je sais pas, c'est un truc qui... Après j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de gamins, surtout de ma génération, qui ont bidouillé avec le montage vidéo, qui ont fait des trucs. Après moi j'ai toujours eu un petit peu un délire de... j'ai toujours voulu créer des trucs, et plus précisément créer mon truc, tu vois. J'ai toujours voulu... parce que je faisais des vidéos de Dailymotion, mais en même temps, avant de faire Dailymotion, en fait, je faisais des sites internet. Vraiment, en fait, c'était mon délire de... voilà, je voulais faire un site internet, et je voulais pas juste faire un petit blog où je raconte ma vie, tu vois. Je voulais vraiment développer un truc. Moi, mon délire, quand j'ai commencé à faire des sites, c'était... Je voulais absolument avoir un espace membre, tu vois, parce que... Là, aujourd'hui, je pense que même sans savoir développer et tout, tu dois pouvoir trouver des services qui te permettent de créer des... Je sais même pas pourquoi je voulais faire des espacements, mais en fait, dans ma tête, je voulais être un gros site internet. Et c'est ça qui m'a un petit peu mené vers, au début, bidouiller avec l'informatique, apprendre à développer, des trucs comme ça. Et je sais pas, j'avais envie de créer un espèce de truc autour de mes sites, et je pense que c'est ça qui m'a poussé au début sur la partie production de vidéos. Parce que en fait, ma première chaîne Dailymotion, elle s'appelait Tout sur Tout, qui était le même nom que mon site. Parce qu'en fait, moi, je m'en foutais en fait je voulais pas partager une passion, parce que mon site s'appelait Tout sur Tout. C'est-à-dire, je postais tout sur tout et n'importe quoi. Tu vois, j'avais pas de ligne éditoriale, et du coup, j'avais fait une chaîne Dailymotion là-dessus, et ça avait pas tellement non plus de ligne éditoriale. Je me souviens qu'un coup, je faisais une review d'une BD Titeuf. Un coup, je faisais des petites vidéos avec mes potes. Enfin voilà, c'était vraiment du n'importe quoi, mais c'est comme ça que j'ai commencé à faire des vidéos, quoi. Ok, et genre t'avais quel âge quand t'as commencé à Dailymotion, tout ça? Dailymotion, je pense que j'étais en primaire, peut-être Et c'était vraiment très peut-être en jeune. CM2, un truc comme ça, ouais. Ok, et pourquoi t'as suivi sur YouTube après? Il y a eu... Après, j'ai arrêté Dailymotion parce que mes potes étaient jamais dispo pour faire les petites vidéos, et je suis tombé sur une vidéo par hasard sur YouTube de The Fantasio 974 à l'époque. Donc c'est par la même occasion que j'ai découvert Minecraft et le YouTube tel qu'on le connaît aujourd'hui, qui est vraiment basé sur la communauté, en fait. Parce que la première fois que je suis tombé sur YouTube, c'était un clip de musique, et j'étais là, ah c'est stylé et tout. Ah putain, il y a de la musique sur ce site, j'aime bien, machin, etc. Et 2 ans après, du coup, je tombe sur cette vidéo de The Fantasio 974, je pense que c'était en 2011. C'était une époque où il avait 10 000 abonnés, quoi. Donc c'était vraiment le tout début. Il faisait le guide pour bien débuter à Minecraft à l'ancienne.
Et là, ça m'a hook directement, en fait. C'est-à-dire que t'avais ce délire de communauté où, en fait, tu vois, le gars, il jouait, mais en même temps, il disait « Ah, bah, dans le dernier épisode, vous m'avez dit ça, donc vas-y, on va tester ça, etc. » Et en vrai, c'était vraiment incroyable, quoi. Et c'est là où j'ai découvert tout l'écosystème YouTube, où il y avait d'autres créateurs Minecraft autour. Beldaras, je crois, il y avait un mec qui s'appelait comme ça, Beldaras le noob, Serge l'agriculteur, tous les trucs comme ça. Et là où aujourd'hui, ça paraît quand même être un truc de base, moi, je me souviens que le jour où j'ai découvert ça sur Internet, c'était un truc de fou, quoi. Et ça m'a tout de suite happé YouTube. Et à partir de là, j'ai commencé à pas mal consommer la plateforme. J'ai découvert les autres niches, donc c'est là où il commençait à y avoir les niches humour. Donc Norman fait des vidéos, Cyprien, Hugo tout seul, enfin voilà, tous les premiers podcasteurs. C'est là où il a commencé à avoir aussi le mastodonte Call of Duty avec Bismode 3, donc c'est d'ailleurs de lui que je tiens le 3 de mon pseudo. Il y avait Monsieur le V12, Diablo X9. Tous les premiers gros créateurs de la plateforme et forcément moi je me suis dit putain mais j'ai trop envie en fait et je pense vraiment ça m'a pris 2 semaines, hein. Ça m'a pris 2 semaines de regarder des vidéos YouTube et de me dire putain j'ai envie de faire ça. Du coup je me suis renseigné, j'ai regardé comment faire pour enregistrer son écran et j'ai commencé ma première chaîne en 2011 je crois, hein. Ok, et t'as parlé plein de youtubeurs là et tout en même temps de Fantasio au début, mais est-ce que t'as genre 1 ou 2 créateurs qui t'ont vraiment plus inspiré que d'autres Alors moi en fait ouais, c'est-à-dire que il y a beaucoup de créateurs, moi je regarde beaucoup de YouTube et donc il y a énormément de créateurs qui m'ont inspiré. Après ça dépend des époques en fait, c'est-à-dire que tu prends le tout début de YouTube, The Fantasio 974, ça a été lui qui m'a donné un peu l'étincelle de commencer. Ensuite j'ai fait ma chaîne, du coup ma première chaîne qui s'appelait Les Minecraftiens. J'ai continué à regarder du YouTube, j'en avais marre de faire du Minecraft, du coup j'ai créé une autre chaîne YouTube qui s'appelait Redac Game News. Et là on reboucle sur le délire des sites internet parce qu'en fait j'avais créé une espèce de galaxie de sites internet, il y avait tout sur tout, mais il y avait Game News aussi, qui était un espèce de jeuxvideo.com où je faisais croire qu'il y avait une rédaction avec plein de gens et tout qui testaient les jeux, alors qu'il y avait juste moi tout seul. Et du coup, là en gros c'était vraiment du multigaming, même si je faisais principalement du Call of, hein, je faisais principalement du Call of. Donc là pour le coup j'étais pas mal inspiré de... Putain, en fait j'ai tellement de youtubeurs qui m'ont inspiré que je saurais pas te dire lesquels, mais tu vois il y avait forcément Monsieur le V12, Diablo X9... Je me souviens d'un gars qui s'appelait StickNoob117. Je me souviens de... Enfin là, je vais lâcher des noms. Il y a 2 personnes dans la vidéo. Et encore, s'il y a 2 personnes qui se souviennent des noms que je dis, c'est incroyable. Mais voilà, il y a plein de gars. Et ensuite, en 2012, Game News, ça marchait pas trop. Puis tu sais, j'avais fait du sub for sub. À l'époque, c'était un petit peu la mode. C'était surtout qu'il y avait un chat avant sur YouTube. C'est-à-dire que tu pouvais envoyer des MP aux gens, ce qui est plus le cas maintenant. Mais du coup, j'envoyais des MP dans les commentaires des gens. Je disais ouais et tout, je m'abonne à ta chaîne, mais tu t'abonnes à la mienne et tout. Donc j'avais atteint 200 abonnés comme ça. Mais sauf que personne ne regardait mes vidéos parce que tout le monde s'en battait les couilles. C'était du sub for sub. Et du coup, la chaîne était un peu flinguée. Donc je relançais une autre chaîne. Et là, cette fois-ci, la personne qui m'a inspiré, c'était Hypierre. Parce que vraiment, en fait, je me souviens, la première fois que j'ai vu une vidéo d'Hypierre, c'était, je crois qu'il faisait une ferme à faire sur Minecraft, sur son let's play mécanique. Et en fait, ça m'a ouvert un nouveau monde, encore une fois. C'était en mode, putain, on peut faire ça sur Minecraft, en mode, la profondeur de gameplay est aussi grande. Et aussi, le truc qu'il faisait et que personne d'autre ne faisait à l'époque, c'est qu'il faisait des ellipses. C'est-à-dire, il disait, ah là, il faut qu'on construise cette grande salle. Il disait, bon allez, c'est parti, hop, il casse 2 blocs, il cut, et il revient, et la salle était creusée. Et personne ne faisait ça à l'époque. Tous les mecs étaient là, ils te parlaient pendant 3 heures en train de miner, c'est très sympa et tout, tu vois, tu passes, c'est une vibe, hein, mais en fait, la première fois que j'ai vu des gens qui faisaient du montage et qui faisaient des ellipses, j'étais en mode, putain, la vidéo est incroyable, elle est trop bien. Et du coup, voilà, j'ai lancé ma chaîne Fuse 3, qui était du coup à l'époque mon pseudo sur le Xbox Live à l'ancienne. Et ouais, on va dire, c'est un peu ça mes inspi. Et après, j'en ai eu la tonne en fait. J'en ai eu la tonne parce que ensuite, je me suis un petit peu éloigné de la communauté FR. Je suis parti. En fait, après, c'est un petit peu compliqué, mais en gros, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, j'étais pas mal fan d'Hypierre. Et j'ai rejoint un collectif qui s'appelait Redwood, qui était un serveur Minecraft. Et on va dire sur Redwood, ça m'a énormément apporté parce que notamment il y avait Steven qui était le gars qui avait créé Redwood, qui à l'époque m'avait accepté sur le serveur alors que j'avais genre 50 abonnés, lui il en avait 10 000, donc ça m'a déjà vraiment bien propulsé. Et ensuite, il m'a appris beaucoup de trucs sur YouTube, même parce que lui par exemple il consommait énormément de contenu américain.
Et il y avait, on va pas se mentir, il y a un petit snobisme du français, tu vois, genre ah ouais non mais la communauté française j'aime moins bien que les ricains. Et j'ai un peu, pendant quelques années, j'ai un peu chopé ce snobisme où je regardais plus du tout la communauté FR, je regardais beaucoup de, surtout dans le Minecraft game, je regardais Minecraft, je regardais Hermicraft, je regardais en fait tous ces youtubeurs américains qui faisaient des trucs qui étaient un petit peu en avance de nous, on va pas se mentir, et je pense que c'est ça aussi qui m'a un petit peu aidé. Mais c'est pour ça que par exemple, tu vois, il y avait un petit peu pas d'animosité, parce qu'en fait, au final, ils avaient totalement raison de faire ça. Et c'est juste, nous, dans notre coin, on était un peu snob, on va dire, parce que je me souviens que nous, on faisait des ultra hardcore, des UHC. Donc aujourd'hui, c'est hyper connu, les UHC. À l'époque, les UHC, si je dis pas de bêtises, ça a été inventé par un serveur américain, qui est un petit peu l'équivalent de, comment s'appelle le serveur où il y a tous les youtubeurs, là, où il y a IPR, Holycube, voilà. C'est un peu l'équivalent de Holycube américain. Et c'est eux qui ont grosso modo inventé le mode de jeu UHC. Et nous, avec Redwood, on faisait des UHC et ça marchait pas, tout le monde s'en battait les couilles. Et la communauté FR, elle faisait les KTP. Et les KTP, ça marchait trop bien. Et tu sais, t'as un peu ce truc, ce somme de dire, mais putain, ils ont juste copié le contenu des Américains, ils l'ont appelé différemment, alors que nous, vraiment, on faisait ça avant. Et alors bon, tu vois, c'était un peu une mentalité un peu naze. Mais en tout cas, moi, ça m'a ouvert vraiment beaucoup au YouTube américain. C'est là aussi où j'ai appris beaucoup à parler anglais. C'est là où enfin, voilà, j'ai appris beaucoup de trucs à ce moment-là dans ma vie. Donc, c'était une bonne époque. Et après, je suis un peu revenu sur la communauté FR, mais tout en gardant toujours un pied dans les ricains. En fait, il y a eu tellement d'inspi que... Mais à ce moment-là, du coup, genre, c'était il y a 14-15 ans, un truc comme ça? C'était en 2012, donc j'avais 14 ans. Ouais. Tu parlais déjà bien anglais à 14 ans? Non, je parlais pas. En fait, moi, j'ai commencé à vouloir regarder du contenu anglais quand j'ai lancé la chaîne Fuse 3, donc 2012, parce que je me disais, ah putain, peut-être que je peux avoir des idées de concepts, de contenu qu'il peut y avoir outre-Atlantique. Sachant que vraiment c'était une époque où, certes, il y avait des gens qui importaient des concepts américains, tu vois, c'est ce qu'on a toujours fait en France, mais c'était très loin de ce qui se fait aujourd'hui, parce qu'en fait, j'ai l'impression que ces 10 dernières années, maintenant, tout le monde parle anglais. Mais moi, quand j'étais petit, vraiment personne parlait anglais. Ouais. Et je me souviens, je regardais les vidéos de Captain Sparkles, je comprenais rien, je regardais toute la vidéo. Et petit à petit, tu vois, j'ai des mots qui rentraient. À un moment, je sais que j'avais demandé à ma prof d'anglais, parce qu'en fait, lui, tu sais, quand il y a un truc qui est cool qui se passait, il disait sweet. Tu vois, sweet, ça veut dire ah, c'est cool. Tu vois, c'est un mot anglais qui veut dire ah, cool, cool, j'ai réussi à avoir un poisson en pêchant, tu vois. Et il disait ah, sweet, I got a fish. Et je comprenais pas parce que pour moi, un sweet, c'était un pull, tu vois. Et du coup, j'ai été voir ma prof d'anglais, je lui ai dit ouais, mais je comprends pas parce que moi, je regarde le youtubeur là et tout, il dit sweet et machin, elle m'avait expliqué. Et ça, c'est le. C'est une époque où il n'y a pas de chat GPT, quoi. Non, il n'y avait pas de chat GPT, même Google Traduction était un peu flingué. Donc voilà, mais en fait, ça avait super bien marché, et je sais pas pourquoi, parce qu'après je me suis dit, ah putain, j'ai réussi à apprendre l'anglais comme ça, je vais essayer l'espagnol. Et l'espagnol, j'ai jamais réussi, mais parce que je pense que je savais pourquoi je voulais regarder les vidéos en anglais, c'est parce que déjà c'était du contenu qui était intéressant, c'était du contenu qu'on n'avait pas l'habitude de voir en France, et je me disais, ah ça peut m'aider pour YouTube, pour ma chaîne, etc. Donc j'avais vraiment une raison de le faire, et en fait tous les soirs je le regardais, et pendant, on va dire, les 3-4 premiers mois, je regardais peut-être 1 ou 2 heures de YouTube en anglais, je comprenais rien, tu vois. Je voyais le gars en train de jouer à Minecraft, et de temps en temps il y avait des mots qui rentraient, et en fait, c'est comme ça que j'ai appris l'anglais. T'étais quand même pas mal en avance sur ton temps, parce qu'il y a 14-15 ans, copier YouTube américain, ça semblait pas si évident. Maintenant, on sait que tous les créateurs de contenu s'inspirent pas mal du YouTube américain, mais à ce moment-là, c'est quand même... Il y a 14 ans, c'était pas démocratisé, quoi. Ouais, mais moi, je pense que ça, c'est peut-être aussi un truc que j'ai récupéré de mon époque sur Redwood, parce qu'en fait, moi, vraiment, tous les gens avec qui je jouais sur Redwood, c'était des gens, ils parlaient des créateurs américains comme tu parlais à l'époque des youtubeurs français. Donc en fait, du coup, si je voulais m'intégrer au groupe, entre guillemets, fallait que je parle des mêmes sujets qu'eux, que j'ai les mêmes refs, et du coup, ça m'a aussi pas mal aidé. Plus vieux que toi, ces gens-là, non? Ouais, ils étaient plus vieux. Hein. Je me souviens, Steven, c'était un peu. Je me souviens que c'était quelqu'un que j'avais mis un peu sur un piédestal parce que le gars, déjà, je me souviens que quand il m'avait recruté sur la douche, je crois qu'il était en prépa. À l'époque, je savais pas exactement les enjeux que c'était la prépa, et je l'ai compris un peu après, mais le gars, il postait 1 ou 2 vidéos par jour, en même temps en étant en prépa, en même temps. Enfin, je sais toujours pas comment il faisait ça, mais du coup, ouais, c'était une époque un peu spéciale où j'apprenais des trucs, et j'ai perdu un peu, le connaissance avec ces gens. Enfin, putain, j'ai plus le mot. Tu leur parles plus? Ouais, je les ai perdus de vue, mais en tout cas,
Je vais Toi mettre aussi, tu l'as eu Ouais, je- Ah non, c'est toi qui l'as eu, Ouais, c'est pas c'est moi en moi. fait. C'est moi. Ouais, non, j'ai perdu ces gens un peu de vue, mais en vrai, ils m'ont énormément aidé sur YouTube. Et la vérité, c'est que moi, je pense que je suis quelqu'un qui est pas très discipliné. J'ai souvent tendance à pas aller au bout des choses, etc. Et je pense que la raison pour laquelle j'ai tenu sur YouTube et j'ai réussi à avoir mes 5, mes 10, mes 20 premiers 1000 abonnés, c'est cette communauté Redwood qui m'a fait un peu démarrer et qui m'a donné un espèce d'écosystème dans lequel être. Et puis, tu sais, alors quand tu fais tes vidéos tout seul, c'est dur au début, surtout à l'époque. Maintenant les gens aujourd'hui disent que YouTube c'est plus dur, il y a plus de monde, etc. Moi je suis pas d'accord, je trouve qu'aujourd'hui l'algorithme de recommandation de YouTube est tellement bien fait que si tu fais une bonne vidéo, tu peux sortir. À l'époque c'était galère parce que c'était vraiment du bouche à oreille. Fallait qu'à l'époque un gros YouTuber like par exemple une de tes vidéos, ce qui le partageait dans le feed du YouTuber en question, et c'était là où tu pouvais commencer à avoir de l'attraction. Mais en fait à l'époque les gros ils mangeaient tout quoi, et Ouais. c'était hyper dur de sortir du lot. C'est Donc ce ça qui m'a fait beaucoup aidé. qu'aussi, il y avait des contenus pas fous qui pouvaient rester en place et qui n'avaient pas trop d'évolution. En gros, Voilà, il n'y avait pas contenu- beaucoup d'évolution. Il y a aussi beaucoup de gens de l'époque qui ne font plus de vidéos parce qu'en fait, c'était tellement confortable pour eux, entre guillemets, parce qu'une fois que tu as une situation de monopole, tu peux te permettre de mettre moins d'efforts dans les vidéos et tu continues à faire des vues, tu continues à faire des vues. Et au fur et à mesure des mises à jour d'algorithmes de YouTube, ces gens-là, pas tous, hein, il y en a, Squeezie à l'époque, il faisait des vidéos, il en fait toujours aujourd'hui, mais il y en a qui n'ont pas su forcément se remettre en question et qui ont pas compris que maintenant les enjeux étaient pas les mêmes. Et ça, c'est très difficile en fait sur YouTube quand tu es au top d'avoir l'humilité de te dire putain, là il y a ce nouveau truc qui arrive, j'ai pas envie de. Enfin, il va falloir que je me remette à la page. Et moi, ce truc-là, c'est le truc qui me hante le plus, c'est de me dire est-ce que je suis pas en train de devenir un vieux con? Est-ce que je suis pas en train de m'enchevêtrer dans une façon de penser, dans une façon de faire les vidéos qui ne marche plus, tu vois, ou que j'ai envie que ça marche? Parce qu'en fait, par exemple, je donne un exemple tout con, mais le daily upload, tu vois. Le daily upload, je sais pas si c'est la meilleure stratégie aujourd'hui. Moi, c'est la stratégie qui a fait que ma chaîne a marché au début. C'est une stratégie avec laquelle, tu vois, je suis confortable dedans parce que je l'ai déjà fait. Je suis confortable dedans parce que le fait de l'avoir fait, ça m'a apporté beaucoup de croissance sur ma chaîne YouTube, ça m'a apporté beaucoup de choses. Mais je ne sais pas si aujourd'hui, c'est vraiment la meilleure des stratégies. Peut-être que la meilleure des stratégies aujourd'hui, c'est une stratégie de sortir une vidéo par mois, qui est un énorme banger, qui marche super bien, mais je suis pas confortable avec. Et des fois, je me dis, ok, est-ce que je suis pas en train de m'enfermer dans ce truc de vouloir faire du volume plutôt que de faire un truc qualitatif vraiment en profondeur? Ou est-ce que la raison pour laquelle je veux faire absolument du daily upload, c'est parce que j'ai envie de reproduire ce que j'ai fait par le passé? C'est compliqué de perdurer sur la plateforme, et c'est pour ça que moi j'ai énormément de respect pour des créateurs qui sont là depuis toujours, Squeezie, même Cyprien en vrai, ok, il est plus au top comme il l'a été avant, mais il est toujours là, il arrive toujours à faire des trucs pertinents, mais voilà, Squeezie, c'est pour ça que Squeezie, souvent j'ai tendance un peu à fanboy sur Squeezie parce que je trouve que sa longévité est très impressionnante et vraiment sous-cotée parce que réussir à passer les époques comme ça, c'est très difficile. Il apporte des choses aussi à YouTube. Enfin, je trouve il fait pas que suivre les trends et être là. Il apporte des choses à YouTube. Ouais, non, c'est clair. Ok. Après Redwood, tu as eu une série qui a bien marché. C'est c'est Minecraft Modé, si je dis pas de bêtises. C'est à peu près ça, un peu après. Minecraft Modé, c'était un peu enchevêtré avec Redwood, mais Minecraft Modé, ça n'a pas si bien marché que ça. Enfin, ça marchait, ça marchouillait, mais je pense que ma série principale quand même sur ma chaîne à cette époque-là, c'était Redwood. Et donc ouais, Minecraft Modé, pareil, c'est à ce moment où je découvre le modé, et ça c'est grâce à Redwood d'ailleurs, parce que moi je pense que j'attribue une grosse partie du succès de ma chaîne au modé sur Minecraft, parce que c'était une époque où le modé n'était pas autant mis en avant. Il y avait un peu le feed de Patrick, qui était la série modé de Hypierre et toute la clique, des Patrick, justement. Mais il n'y avait pas grand monde qui faisait du modé, et il n'y avait pas grand monde qui faisait du modé intéressant, entre guillemets, quoi. Limite, il y avait juste Feed the Patrick, où quand même c'était assez impressionnant ce qu'il faisait, c'était quand même très très cool. Et par Snobist, moi je suis passé un peu à côté, mais rétrospectivement, je trouve que en serveur modé multijoueur, mais modé hardcore, hein, je parle pas de serveur comme Palladium, c'était quand même très 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 cool ce qu'ils avaient fait, donc respect à eux. Mais voilà, moi de mon côté, j'ai découvert Feed the Beast justement grâce à la team Redwood qui avait lancé un petit serveur Feed the Beast. J'avais joué un peu dessus, j'avais vraiment kiffé. On avait fait une autre saison, j'avais vraiment kiffé. Je me suis dit, vas-y, j'ai envie de faire une petite série solo sur Minecraft en modé. J'avais mis tous les modes un peu à l'arrache, tu vois, j'avais pas trop réfléchi. Et c'est comme ça que Minecraft modé est né à la base.
Et c'est comme ça aussi que du coup j'ai eu l'idée de créer Palladium. Parce que, bon, je sais pas si c'était dans tes questions. On en parlera après, mais si tu Ok, mais voilà, mais du coup, ouais, Minecraft modé, c'était pas la série qui marchait le mieux à l'ancienne. C'était même pendant un bout de temps un peu pas le canard boiteux, parce que c'était pas non plus un bide, mais c'était pas la série qui marchait le mieux sur ma chaîne. Bah, globalement, en fait, en gros, moi, Minecraft modé, j'aimais vraiment beaucoup tourner ça. Ça m'a fait découvrir une toute autre facette de Minecraft. Et depuis, à ce moment-là, depuis pas mal de temps, en fait, il y avait une série que je voulais refaire sur ma chaîne, qui était une série qui venait du serveur Minecraft, qui était l'équivalent du Holycube américain. Et cette série, ça s'appelait Flyboys. Donc Flyboys, en gros, c'était quoi? C'était... même moi, je comprenais pas bien le concept, en fait. Je trouvais juste ça trop stylé, parce qu'en fait, c'était une série modée, où ils avaient des avions, ils avaient des armes, etc. Et j'ai pas trop suivi, mais en tout cas, de loin, j'ai l'impression que tu devais te cacher sur la map, et les gens ils devaient te trouver et te buter avec des hélicos, etc. Et c'était un truc sur plusieurs semaines, hein, c'était pas un event en une fois. Et je me suis dit, putain, j'ai trop envie de faire ça, en France et tout, ça peut être trop trop cool. Et c'est là où j'ai commencé à bosser sur Palladium, sur le papier. C'est-à-dire que j'ai mis des mods ensemble, tu vois, donc j'avais mis Botania, j'avais mis MCLI, qui était à l'époque un mod qui permettait de faire des hélicos, j'avais mis Flansmod, qui était un mod qui permet d'avoir des armes, etc. Et je voulais lancer ce truc-là, ce projet. J'avais dû en parler dans une vidéo, et il y a un mec qui est venu me voir, qui s'appelait Arduino. Il est venu me voir, il m'a dit « Ah mais tiens Fuse, est-ce que tu savais que c'était possible de combiner des mods et des plugins sur Minecraft ?» Et moi je savais pas, du coup je dis « Ah bon, ah putain ça peut m'intéresser pour mon projet, etc. » Du coup il m'a donné un petit coup de main, et c'est avec lui qu'on a créé la première version de Palladium, où en fait on a pris mon concept que je voulais faire un peu à l'américaine de Flyboys, avec des armes, des hélicos, des trucs, des machins, et le plugin faction, puisque à l'époque, quand j'étais encore plus jeune, je jouais avec un ami à moi sur un serveur faction, et j'avais kiffé l'expérience, et pendant des années, je voulais faire un let's play sur un serveur faction, mais le problème, c'est que tous les serveurs faction qui existaient en France à l'époque, c'était des trucs full pay to win, tu vois, c'était des trucs, tu pouvais même pas aller dans l'end. Je me souviens, à un moment, je voulais faire une série sur le serveur Pactify, tu pouvais pas aller dans l'end sans avoir de grade, et ça me pétait les couilles, parce que j'étais en mode, j'ai pas envie de faire de la pub à un serveur qui derrière est full pay to win, etc. Et du coup, je me suis dit, ah mais c'est cool, j'aime bien le faction, j'aime bien le modé, j'ai ce concept de truc de Flyboys qui ressemble à du faction, c'est juste tu te caches sur la map et juste tu peux te déplacer en hélico, en avion, etc. Et du coup, c'est comme ça que Palladium est né, et à la base, c'était censé être un truc vraiment un peu guéguerre, quoi. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo parce que rétrospectivement, en fait, je me rends compte qu'un serveur comme ça existait déjà. Et c'était Nations Glory en fait. Nations Glory existe depuis avant Palladium, 1 ou 2 ans avant, si je dis pas de bêtises. Je savais pas que ça existait à l'époque. Mais voilà, c'est comme ça qu'est né Palladium. Et c'est comme ça que je me suis dit, je vais faire des séries sur ce serveur faction, qui est en fait le serveur faction sur lequel j'ai toujours voulu faire des vidéos. Et c'est pour ça qu'à l'époque, Palladium d'ailleurs, moi j'étais un peu inscrit dans cette contre-pay-to-winisation du jeu. Si bien que je crois qu'il a fallu attendre 2 saisons avant qu'il y ait même des grades en fait. Le seul truc qu'il y avait avant sur Palladium, c'était des dons. Tu pouvais faire des dons de 5 €. Et du coup, Palladium a rien rapporté pendant des années, quoi. Et d'ailleurs, ne rapporte toujours rien, mais ça, c'est pour d'autres raisons. Pourtant, il y a plus de mécanismes de microtransactions maintenant aujourd'hui, mais il y a aussi beaucoup plus de coûts parce qu'on a voulu faire un truc plus ambitieux. Et bon, ça a été un bordel. On parlera du côté business ah, des fois, là, après. c'est bien, ouais. Vas-y, il y a plein de trucs à dire. De toute façon, on passera un peu sur tous tes business en seconde partie, que ce soit Soundblock, Palladium, Block Media. Là, on va retourner sur la partie YouTube, on parlera vraiment de la partie business après. Et à ce moment-là, sur YouTube, il y a encore... Enfin, toi, tu te montes pas en facecam, tu te montes pas du tout, tu fais ton reveal bien plus tard. Pourquoi tu fais pas ton reveal plus tôt? Est-ce que c'est normal de pas se montrer à ce moment-là sur YouTube? Et qu'est-ce que tu penses du fait de se montrer sur YouTube actuellement? Est-ce que tu penses que c'est nécessaire de se montrer sur YouTube? Aujourd'hui? Ouais, déjà t'en parlais à l'époque et maintenant du coup. Moi, c'est quand même une raison un peu conne que je montrais pas ma tête, mais c'est juste mes parents ils voulaient pas que je montre ma tête avant que j'ai 18 ans, donc du coup voilà, j'étais obligé de faire avec. Et puis voilà, au final ça me convenait, hein, donc même si sur les petits sketchs que je faisais quand j'étais petit sur Dailymotion, je sais pas si je les ai toujours, mais en fait je m'arrangeais toujours pour jamais qu'on voit ma tête. Genre il y avait toujours un morceau de l'écran qui, enfin tu sais, c'était toujours croppé de façon à ce qu'on voit pas ma tête. Au début j'en avais pas spécialement l'envie, notamment parce que les gens que je suivais, ils montraient pas spécialement leur tête. Même si par exemple, je sais pas, je prends l'exemple de Hypierre, il le montrait peut-être dans certaines vidéos, mais il n'y avait pas de vidéo vraiment avec la facecam. Et en fait,
Et en fait, plus le temps avançait, parce qu'entre-temps, ma chaîne YouTube a percé, parce qu'en gros, elle a percé un petit peu après la sortie. Enfin, compliqué. Mais en fait, dans la timeline de la chaîne, pour moi, il y a un avant et un après. Et cet avant-après, c'est début 2015, où vraiment ma chaîne a commencé, tu vois, la croissance était comme ça, et elle a commencé à faire ça. Et ça correspond exactement au moment où j'ai lancé Palladium, sauf que j'ai lancé Palladium juste après avoir percé, en fait. Donc et ça a amplifié la courbe. Mais qu'est-ce que je disais? Je disais que, ouais, du coup, au moment où j'ai percé, j'avais aucune envie de montrer ma tête. Et après, plus le temps passait, plus je me disais, putain, j'aimerais bien quand même pouvoir faire des concepts un petit peu plus IRL, faire des trucs, voilà, montrer ma tête, tester des choses, etc. Et bah, je pouvais pas parce que de toute façon, j'avais pas l'âge, quoi. Donc le temps passe, et au final, je prends la décision de montrer ma tête. C'était en 2016. Donc 1 an après avoir percé, etc. Parce que j'avais envie de faire des petits concepts IRL, tester des trucs, des nouvelles choses. Et là, je me souviens qu'à cette époque-là, je sais pas, j'avais pas trop d'exemples de personnes qui montraient pas sa tête et qui, à 300 000 abonnés, décidaient de montrer sa tête. Alors qu'aujourd'hui, bon voilà, bah les couilles. Mais en fait, à l'époque, c'était quand même beaucoup plus... ça rentrait quand même beaucoup plus en jeu. Hein. Toi, t'es un youtubeur qui monte ta tête, toi, t'es un youtubeur qui monte pas ta tête. Et je sais pas pourquoi, j'avais cette espèce de croyance que il faut pas que je me foire sur mon face reveal parce que sinon, je peux flinguer ma chaîne. Voilà. Et même pendant un moment, c'était bizarre en fait de montrer ma tête. Mais à force de le faire, au final, ça finit par bien se goupiller. Maintenant, aujourd'hui, est-ce qu'il faut montrer sa tête ou pas? Je pense que c'est toujours un plus parce que surtout avec l'IA aujourd'hui. En fait, t'as beaucoup de gens qui font du contenu et c'est un peu contenu poubelle. Alors que si tu montes ta tête... En fait, moi, c'est juste que... Je pense que si tu montes ta tête, t'es obligé de pas faire de la merde ou en tout cas d'assumer ce que tu fais. Si tu montes pas ta tête, tu peux faire des trucs de merde, des trucs faits à l'arrache, etc. C'est pas directement associé à toi. Je pense qu'il y a une plus-value à être ce qu'on appelle skin in the game, c'est-à-dire être... Tu vois, t'es là, tu vois, tu te caches pas derrière un contenu où tu montes pas ta tête. Après, ça sert à rien de montrer sa tête pour pas montrer sa tête. Et les storytellers ont bien prouvé que il n'y a pas besoin de montrer sa tête pour que ça marche. Mais la problématique aussi de beaucoup de storytellers aujourd'hui, c'est que en fait, les gens ils regardent la vidéo puis ils oublient la personne. En fait. Ils n'ont pas un personal branding très fort. Quoi. Voilà, il n'y a aucun branding, sauf sur les trois plus gros. Tu vois, il y a Ego, The Great Review, Combo. J'ai envie de dire, la majorité des vidéos, ils ne les montrent pas et ils arrivent quand même à s'en sortir. Donc, je sais qu'il y a plein de gens qui sont peut-être potentiellement un petit peu... qui osent pas montrer leur visage parce que je comprends, ça fait peur aussi de se mettre sur Internet. Et je pense qu'il faut... C'est tout ou rien, quoi. C'est-à-dire que si tu as peur de le faire, faut pas le faire. Mais si tu le fais, bah, c'est sur Internet et ça le sera sur Internet à tout jamais. Donc, il faut en être conscient. Mais après, à côté, bon, à part si tu fais des dingueries, tout le monde monte sa tête aujourd'hui. Donc, pour monétiser ta chaîne, mais en général, genre avec les OP et tout, c'est beaucoup plus simple quand tu montes ta tête. Beaucoup plus simple, je sais pas. En vrai, Il n'y a pas de grosse différence pour toi? Non, je pense qu'il n'y a pas trop de différence. En fait, la différence, c'est est-ce que les gens te connaissent ou pas? Est-ce que tu as un vrai branding personnel? Donc là, en ce sens-là, oui. Mais si tu arrives à construire un branding personnel sans montrer ta tête, je pense pas que ça fasse de grosses différences. Ok. Et du coup, bon, à peu près à cette période-là, peut-être un poil après, là, tu passes dans la période daily upload à fond. Ouais, c'est à peu près exactement en fait, au moment où je commence à percer, où je me dis putain là, il faut que je mette les bouchées doubles. Et c'est là où je commence à daily upload. Ok, et qu'est-ce que tu en tires de ce daily upload? Je crois que tu fais ça pendant 4-5 ans. Ouais, j'ai commencé en 2015, j'ai terminé en 2019. Donc 4 ans. 4 ans, ouais. Et qu'est-ce que tu en tires? Et est-ce que tu le referais si c'était à faire? Ou par exemple, si tu devrais relancer une chaîne YouTube là actuellement, que tu t'es no-name, est-ce que tu penses que tu aurais les mêmes process? T'en parlais déjà un peu tout à l'heure, tu disais que tu sais pas si le mieux c'est de faire du daily upload, si c'est faire des vidéos un peu one-shot. Est-ce que actuellement, genre si tu te fais repartir de zéro sur une chaîne, tu te dirais, bon, je retourne en mode bourrin comme j'ai fait là, quitte à jouer un peu sur ma santé, parce qu'il me semble que c'était pas terrible sur la santé. Le daily upload, qu'est-ce que j'en tire? En vrai, j'en tire pas mal de trucs, à la fois professionnellement. En vrai, franchement, je pense que j'en serais pas là aujourd'hui si j'avais pas daily upload. 4 ans de daily upload, ça fait combien de vidéos? Ça fait 1200 vidéos, un truc comme ça. Sachant qu'après, c'est pas que j'ai arrêté le daily upload, c'est juste que du coup, je passe peut-être à 5 par semaine. Enfin voilà. En vrai, professionnellement, ça m'a apporté tout, quoi. C'est ça qui fait que j'en suis là aujourd'hui. Et personnellement, ça m'a aussi apporté beaucoup de trucs. C'est que ça m'a prouvé à moi-même que je savais travailler, enfin en tout cas que que je pouvais travailler, tu vois. Parce que je pense que fondamentalement, je suis un peu un branleur. Et là, ça se ressent aujourd'hui où j'ai moins le feu au cul. Donc en fait,
cette facette-là de ma personnalité ressort un peu où je procrastine sur les trucs, je fais pas les machins que je suis censé faire, etc. Et c'est un peu une bataille contre moi-même. Et du coup, au moins, je sais que j'en suis capable. Tu vois. Je sais, au fond, tu vois, je pars pas en dépression en me disant putain, je suis incapable de faire ce que j'ai dit que je devais faire parce qu'en fait, fut une époque où je pouvais le faire. C'est juste que je pense que j'ai pas le même alignement de motivation. Mais C'est quoi tes nouvelles motivations maintenant du coup? Parce que si t'as plus la dalle comme t'avais la dalle à l'époque, genre c'est quoi ton moteur, tu vois, quand tu vas travailler, qu'est-ce qui te motive? j'ai pas tellement de moteur. C'est au feeling. En vrai, il y a des périodes où je suis très motivé, il y a des périodes où je suis plus en autopilote. Mais c'est vrai que je regrette un petit peu cette époque de dalle, tu vois, où en fait t'es focus dans un truc et en fait il n'y a plus rien autour en fait. Parce que moi pendant 4 ans, dans ma vie, il n'y avait rien d'autre que YouTube. Et c'était toxique hein, parce que en fait il y a ce truc où en fait il est 3 h du matin, t'as pas ta vidéo pour le lendemain et le lendemain tu sais que t'as je sais pas quel truc à faire ou je sais pas quel partiel, du coup tu dors pas, machin, et en même temps, tu vois, il y a aussi un standard de qualité parce que juste faire une vidéo par jour, c'est pas compliqué, mais en fait tu te mets un standard de qualité, tu te mets un rythme comme ça, et en fait c'est toxique et en même temps, il y a un petit truc de fierté personnelle de se dire ok, je fais ce que personne ne fait, à l'époque en tout cas, parce qu'il y avait des gens qui faisaient du daily upload, mais il y avait des gens quand ils faisaient du daily upload, c'est pas très recherché, le montage, tu vois, tu sentais que c'était pas, ouais, puis le niveau, franchement, je vais pas mentir, hein, le niveau à l'époque sur YouTube, il était très bas, hein, parce que tu faisais 3 cuts, les gens ils disaient waouh putain trop bien le montage et tout. Là aujourd'hui c'est dur, hein. Aujourd'hui franchement, je pense que pour revenir à ce que tu disais, si je faisais ça aujourd'hui, je pense que le daily upload c'est pas la meilleure des stratégies, parce que le daily upload c'est super pour avoir une communauté qui est très soudée, parce qu'en fait c'est des gens qui et moi c'est ça que je voulais absolument créer, c'est pour ça que j'avais peur de sauter une seule journée, c'est que j'avais pas envie de casser l'habitude des gens. C'est-à-dire que moi, dans ma tête, de l'impression que j'en avais, c'était que les gens, tous les soirs, ils savaient qu'il y avait une vidéo de moi et ils venaient la regarder. Et ça, c'est un truc que j'ai notamment tiré de Logan Paul, qui paradoxalement était une grosse inspi pour moi dans ma carrière YouTube. Tu mets à part tous les dramas qu'il a eu et le fait, voilà, machin, etc. Moi, je me souviens que je regardais tous les jours, assidûment, le vlog de Logan Paul, et tu crées une connexion avec le créateur qui ressemble à aucune autre création. Enfin, c'était pareil avec PewDiePie aussi à un moment quand il faisait le daily upload, mais en gros, tous les créateurs qui faisaient du daily upload, ils sont vraiment rentrés dans ma vie en fait. Tu vois, c'était vraiment un truc et tu te sens vraiment faire partie de la communauté en fait. Et moi, j'avais envie de créer ça autour de ma chaîne. Et je pense aussi c'est ça qui me motivait à continuer, c'est que bah, tu vois, tu revois les mêmes personnes dans les commentaires. Les gens, ils ont les private jokes, tu vois, ils te font des petites refs marrantes et tout. C'est comme si t'es avec un groupe de potes, mais c'est un groupe de potes d'1 million de personnes, tu vois. Et ça, vraiment, ça, je pense que c'est le plus gros truc, le plus gros kiff que j'ai eu sur le daily upload, même au-delà des chiffres, des vues, de l'argent, de tout ce que tu veux. Le fait d'avoir cette espèce de communauté soudée, t'as l'impression de, je sais pas, de pas être seul, tu vois. Genre, c'est trop satisfaisant, tu vois. Et c'est un truc que j'ai peut-être un peu moins aujourd'hui, que je fais moins de daily upload, mais que j'ai toujours, et que je pense que la raison pour laquelle je l'ai, c'est parce que c'est des gens qui ont appris à me connaître pendant des années, qui regardaient tous mes contenus. Tu vois, des fois, je le vois dans la rue, des gens ils me disent putain, mais Fuse, je regarde un peu moins aujourd'hui, mais tout ce que tu sortais tous les jours, je regardais. Et des fois, il y a des gens, ils me disent putain, cette année, je m'en suis pas rendu compte, mais j'ai regardé toutes tes vidéos. Et même moi, ça me paraît fou parce que je me dis, c'est pas possible, j'ai sorti 300 vidéos dans l'année, le mec a tout regardé. Et ça, c'est une de mes plus grosses fiertés, je pense. Du coup, t'en parlais, tu faisais ça en parallèle de tes cours, tu te couchais super tard et tout. Comment tu t'organisais à l'époque pour réussir à sortir une vidéo par jour? Et notamment, je pense qu'à ce moment, tu n'avais pas encore de monteur, tu étais tout seul. Comment tu t'arrivais à t'organiser? C'était quoi tes journées type? C'était freestyle, hein. C'était freestyle. En fait, on va dire, moi j'étais en DUT informatique et grâce à Palladium, j'avais beaucoup de facilité, tu vois. Parce que moi j'ai appris à développer. Tu vois, je faisais des petits sites internet, donc j'étais familier avec la programmation. Et j'ai vraiment appris à programmer plus sérieusement, entre guillemets. Et encore, c'était dégueulasse hein, ce que je faisais, mais. En tout cas, j'avais beaucoup d'avance sur tout ce qui est programmation, base de données, trucs, sysadmin, grâce à Palladium, parce que j'ai appris ça c'était en terminale, quand je développais Palladium, tu vois, j'ai appris à gérer les bugs, à faire un machin, installer un serveur. Donc ça m'a beaucoup aidé, parce que en fait, j'avais pas trop besoin d'être assidu en cours, je pouvais sécher plein de cours, et je crois, sur une promo de 200 personnes, j'ai dû finir, je pense... Ouais, je crois que j'étais 12 ou 17e, je sais plus, sur la 200 personnes. Et je pense que je suis allé à un tiers des cours, tu vois. Donc c'était pas très très compliqué niveau cours. Ce qui était compliqué, c'était le rythme de sommeil.
parce que, par contre, ça c'est un truc que j'ai toujours eu, c'était la procrastination, parce que souvent je rentrais chez moi, je regardais des vidéos YouTube, et puis il était 22h, et j'étais là, putain, j'ai pas ma vidéo de demain, donc à 22h, fallait que je trouve le concept, enfin tu vois, c'était très freestyle, c'était très très freestyle, et mine de rien, le niveau de contenu qu'il fallait sortir était quand même moins haut qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que tu regardes le montage que je faisais à l'époque, pour l'époque c'était bien, aujourd'hui c'est pas ouf. Ok. Donc t'avais quand même un certain niveau de discipline hein, pour tenir ça aussi longtemps, il faut avoir un certain niveau de discipline. Ouais, mais en fait, je pense que c'est pas vraiment de la discipline en fait. Parce que mais ça c'est un truc que j'ai théorisé après. Je pense que c'est pas de la discipline, c'est. Et j'en ai parlé dans une vidéo, mais en gros, c'est le pourquoi, tu vois. Pourquoi tu fais le truc? Si tu fais le truc en disant, ah, je vais être discipliné, j'ai envie de faire une vidéo par jour, mais qu'il n'y a aucune raison de pourquoi derrière, bah les couilles. Mais en fait, moi, je sais que le jour où j'ai appris que tu pouvais être plein temps sur YouTube, j'étais là, je veux faire ça, tu vois, je veux faire ça, et j'avais pas. En fait, dans ma tête, c'était un échec de vie de pas vivre de YouTube. Et donc, au début, ça l'était pas. Voilà. Au début, c'était un peu un rêve, tu vois. Puis j'ai vu que ça commençait à marcher, et là, c'est devenu un échec de vie, tu vois. Ça commence à fonctionner. Si j'y arrive pas, j'ai raté ma vie, tu vois. Donc, j'avais le choix entre, ok, ne pas dormir pour ne pas rater ma vie, ou rater ma vie. Bah, en fait, tu vois, c'est limite, t'as un précipice. C'est pas que t'es discipliné si tu cours pour pas. Enfin, c'est pas un bon exemple, le précipice, mais si tu te fais courser par un lion, c'est pas être discipliné que de courir pour pas te faire manger. C'est juste, bah, j'ai pas le choix. Et ouais, et en fait, au début, c'était ça. Ensuite, je commençais à gagner ma vie grâce à YouTube pendant que j'étais en cours. Mais en fait, j'étais en cours. Donc, pour moi, dans ma tête, en fait, je voulais vivre le lifestyle du YouTuber qui se lève le matin et qui joue à Minecraft. Et en plus, à la base, pourquoi est-ce que je voulais être YouTuber? Et c'est là où je me suis dit, en fait, je suis quand même un sacré branleur. C'est que je me souviens, je jouais à League of Legends. Et je me disais, oh putain, j'ai pas envie d'aller en cours demain, ça me casse les couilles et tout. Et en même temps, je regardais, c'était l'époque où les premiers youtubeurs commençaient à vivre de YouTube. Et je me disais, putain, mais lui, il a quitté son job et tout, maintenant il fait YouTube à plein temps. Je me souviens, c'était Hypierre. Hypierre, quand il a annoncé qu'il passait YouTube à plein temps, je me disais, putain, mais c'est trop bien, il doit faire 2 heures de vidéo, puis après il peut aller jouer à LoL toute la journée. Et en fait, ça s'est transformé en. Pour pouvoir jouer à LoL toute la journée, je me suis mis à bosser 20 heures par jour, tu vois. Et en fait, à la fin, le plaisir de travailler et de construire un truc a complètement dépassé le plaisir de jouer au jeu. Et maintenant, en fait, même, j'aime plus trop jouer au jeu, en fait. Tu vois, je joue parce que j'aime bien faire du contenu, mais pas pour le plaisir de jouer de base. Tu disais, du coup, que t'avais pas trop de moteur et que c'était plus au feelings, mais tu dis que pour faire des vidéos, t'avais besoin d'un pourquoi. Actuellement, du coup, je te connais quand même un peu, tu te mets quand même un peu la pression de sortir des vidéos, tu vois. Si t'as plus de pourquoi tu te mets la pression, là? Je pense qu'il y a un petit peu un truc de... J'ai pas envie de détruire tout ce que j'ai construit. Parce qu'en fait, au final, c'est quand même assez important, tu vois. C'est-à-dire que ma chaîne YouTube, ce que j'ai fait toutes ces années, ça fait limite partie de mon identité, en fait. Tu vois. Et j'ai l'impression que ce serait un non-respect de... Je pense que c'est ça, c'est que je pense que je respecterais pas la personne que j'étais il y a 10 ans. Et bon, ça peut être une raison de merde, hein, mais je respecterais pas la personne que j'étais il y a 10 ans si je me disais, ah là, j'ai pas envie de faire des vidéos, je veux pas faire de vidéos, tu vois. Et puis, ça serait pour faire quoi? Parce que moi, en vrai, là, depuis 1 an ou 2, en vrai, je suis moins épanoui professionnellement parce que j'ai des challenges, parce que je réfléchis trop, je me fais des nœuds au cerveau, etc. Et en fait, je me rends compte que en fait, moins je travaille, moins je suis épanoui, en fait. Et je me rends compte que moi, j'ai besoin d'avoir un rythme, d'avoir un truc de... Tu vois, de construire quelque chose, d'avancer, de pousser des trucs, de faire des projets. Sinon, en fait, je tourne en rond et j'ai l'impression de... Je sais pas, c'est un peu une angoisse de... Peut-être c'est la peur de la mort, de se dire oh, putain je fais rien, je perds mon temps, machin, etc. Mais du coup, je fais des vidéos par dépit, tu vois, parce que sinon, il faut bien que je fasse quelque chose de ma vie. Et bon, après la vérité, bon, faut aussi payer les factures, mais voilà. Et aussi parce que je pense que je cours un peu aussi après un état d'esprit. Voilà, je fais de la psychanalyse en direct, hein, mais en fait... Moi, c'est ce que j'ai expliqué dans une vidéo aussi, encore une fois, mais moi, j'étais genre le gamin oubliable. Tu vois, j'étais le gamin du milieu de la classe, pas mauvais, pas très bon. Les gens le connaissent pas trop, à part... Enfin, tu vois, j'avais 4-5 potes dans la classe, mais sinon, je parlais à personne d'autre. Je faisais ma vie. J'essaie de faire profil bas pour pas me faire harceler, parce que, tu vois, j'aurais pu être l'élève harcelé, mais j'avais ce truc de... Je vais pas ouvrir ma gueule, je vais pas faire de vagues parce que sinon je sais que ça va attirer l'attention. Et j'avais des potes d'ailleurs à moi qui étaient harcelés parce que en fait il avait pas ce recul de, tu sais, il était un peu gamin sur les bords mon pote
Et moi aussi, je l'étais quand j'étais avec lui. Mais par contre, dès qu'il y avait quelqu'un d'autre, et je pense que c'est de là d'où vient ma timidité, c'est qu'en fait, j'ai appris à ne pas vraiment dire ce que je pense, à mettre une façade, voilà, bref. Et du coup, en fait, ce truc-là, ça s'est ancré dans ma tête de putain, je sais pas, en fait, je sentais que j'allais avoir une vie pas ouf, tu vois. En mode, tu sais, la vie du gars qui a fait tous ses choix par défaut parce qu'il n'a pas eu les couilles de faire des trucs, de faire des choix difficiles. Et en fait, quand YouTube est arrivé, ça a été un peu ma bouée de sauvetage de putain, là, j'ai l'opportunité de faire un truc différent, j'ai l'opportunité de faire ce que je veux, de faire un truc qui est. Bon, aujourd'hui, il y a de plus en plus de créateurs de contenu, mais à l'époque, moi, quand j'ai arrêté mes études, c'était. Et encore, c'était. En gros, quand j'ai passé mon bac, il y avait il y avait très très peu de créateurs. 2 ans plus tard, quand j'ai fini mon DUT, il y en avait un peu plus, mais c'était pas non plus. Voilà. Et après, avec le Covid, ça a ouvert les vannes de fou. Mais en tout cas, à l'époque, moi, j'avais eu l'impression d'avoir fait une décision courageuse, tu vois. Et ça m'a un peu conforté là-dessus. Et en fait, ça m'a vraiment donné confiance en moi, YouTube, parce que j'avais l'impression d'avoir un domaine dans lequel j'étais bon, dans lequel les gens me suivaient, dans lequel voilà, tu vois, je me sentais vraiment confiant, tu vois. Et j'essaye de retrouver en fait cette confiance que j'ai perdue. Je sais pas pourquoi je l'ai perdue, mais en fait avant j'avais vraiment une très forte confiance en moi et cette confiance je l'ai perdue depuis peut-être 2-3 ans, tu vois, où tu vois, il y a des angoisses qui sont revenues, des trucs, des machins, et je pense aussi c'est pour ça que je continue les vidéos dans l'espoir de revenir à ce sentiment de ok, je suis confiant du futur, je suis confiant de où je vais, et paradoxalement, j'ai plus d'abonnés, mais je suis moins confiant, c'est bizarre. Est-ce que c'est pas lié à tes stats? Genre parce que du coup, t'as connu vraiment un prime sur Minecraft, et du coup là, t'es revenu dans l'IRL, tu fais peut-être un peu moins de stats que ce que tu faisais sur Minecraft. Est-ce que ta confiance c'est pas un peu lié aux stats? Est-ce que t'es pas encore un peu accro aux statistiques quand même? Je suis accro aux statistiques, comme on l'est peut-être potentiellement tous sur YouTube. Après, tu vois, genre si tu additionnes les vues que je fais sur Fuse 3 plus Fuse, je fais entre 12 et 15 millions de vues par mois, tu vois. C'est autant qu'à l'époque? En longue forme. Et à l'époque, tu vois, j'ai des périodes où j'étais extrêmement confiant, je faisais même pas la moitié de ça, tu vois. En fait, je pense que ma perte de confiance vient du fait que le niveau a tellement augmenté sur YouTube que... En fait, moi, je pense, fondamentalement, au fond de moi, j'ai un besoin d'être spécial, tu vois. En tout cas, d'être contrarien aux gens, tu vois. Et c'est un peu un trait de personnalité de merde, tu vois, parce que être à l'inverse des gens, juste pour être à l'inverse des gens, en fait, t'es autant un mouton que quand tu vas dans le même sens, parce que en fait, tu définis ton sens en fonction du sens des autres. C'est juste plutôt que de faire la même chose que tout le monde, tu fais l'inverse. Mais en tout cas, voilà, moi, j'avais l'impression d'être... Quand j'étais à cette époque-là sur YouTube où j'avais vraiment la confiance, en fait, j'avais l'impression de faire les choses différemment. Tu vois, les gens, ils faisaient pas de montage, moi, je faisais du montage. Les gens, ils postaient une vidéo par semaine, moi, je faisais une vidéo par jour, tu vois. Et du coup, j'avais l'impression d'avoir craqué un truc que les autres n'avaient pas craqué. Et là, aujourd'hui, je veux pas dire que je suis à la ramasse, mais en fait, tu vois, je sais qu'il faut que je fasse attention, que je me remette en question régulièrement, etc. Tu vois, j'ai plus cette avance, j'ai plus cette edge, parce que le niveau des gens post-Covid, il a explosé, tu vois. Maintenant, les gens, les gens sont super forts sur YouTube aujourd'hui. Et tu considères que t'as pas réussi à suivre ce bump qu'il y a eu après? Moi, je considère que je le suis, mais que je le lead plus, tu vois. Fut un temps où je pense, l'époque Minecraft et tout, je pense que j'étais un peu en avant-garde de ce qui se faisait. Et là, aujourd'hui, déjà peut-être aussi parce que Minecraft a baissé. C'est-à-dire que je fais pas moins de stats qu'avant, mais vu que je me suis un peu dilué sur plein de verticales, je suis plus le top du game d'une certaine verticale. Et j'étais obligé parce que Minecraft a un peu perdu en hype, donc tu vois, je pouvais pas. Tu vois, j'aurais pu rester au top de Minecraft, mais Minecraft se serait pété la gueule, donc en fait, ça aurait été encore pire. Parce que tu penses que là, du coup, pour revenir au top dans une des catégories, c'est nécessaire, tu pourrais pas le faire en continuant de faire Minecraft et par exemple venir au top de l'IRL. Tu peux pas avoir ce côté multicasquette, c'est impossible de vraiment être au top. Même si t'as plusieurs casquettes, genre la gaming, l'IRL, tout ça. Parce que par exemple, Squeezie, on peut dire qu'il est au top, tu vois, quand même, en FR. Ouais. Il a quand même une chaîne gaming à côté. Bon, c'est moins produit que toi, tu vois, c'est différent, mais tu penses que tu peux pas réussir à arriver à avoir le top et sur l'IRL et sur le gaming? En fait, moi, je pense que dans la vie, tu peux pas tout faire. Et moi, j'ai envie de tout faire. C'est ça le problème. J'ai envie de faire du gaming, j'ai envie de faire des vidéos sur l'entrepreneuriat, j'ai envie de faire des sociétés à côté, j'ai envie de faire de l'IRL, j'ai envie de... Et en fait, c'est cool parce que je m'enferme pas dans un format, mais je pense que forcément, je suis moins bon que si je me focusais sur un truc. Moi, je pense que si tu me dis de faire un truc et que j'ai que ça à faire
et que je peux, on va dire, tu vois, être un énorme nerd et faire que ça, penser que... Moi, je suis assez bon à ça, tu vois, genre, être obsédé sur un seul et même truc. Minecraft, ça m'a obsédé pendant 10 ans, et j'ai réussi à bien réussir dans cette niche, tu vois. Mais là, je suis un petit peu dans un entre-deux où, en fait, je sais pas si j'ai envie de faire plus de l'IRL, je sais pas si j'ai envie de faire plus du gaming, du coup, je fais les deux. Je fais les deux un peu bien, mais je peux pas innover comme j'innoverais, tu vois. Et puis, il y a un peu ce truc de MrBeast. Pour moi, MrBeast, il a un peu baisé mon plaisir à faire les vidéos, parce que... Non mais voilà. Ça fait en short. Non mais voilà, non mais c'est ça, c'est qu'en fait MrBeast, au début c'était cool en fait parce qu'il y avait un shot d'ambition, un shot de truc de, en fait tu peux transformer une chaîne YouTube en entreprise, donc en recrutant les gens, en déléguant les bonnes choses, en mettant des process, etc. C'était intéressant. Mais en fait moi j'étais rentré là-dedans, c'était notamment en 2022, et pareil dans mon contenu en fait j'étais rentré dans ce truc de, vas-y on va optimiser le watch time, optimiser le truc, optimiser. Et en fait, je m'étais perdu dans un truc et j'ai pas réussi. Enfin, si, là, ça va un peu mieux, mais pendant un an, j'étais perdu parce que les vidéos avaient plus de saveur. Tu vois, je faisais les vidéos, je les suroptimisais, mais il n'y avait pas de saveur, il n'y avait plus la connexion avec le public parce que, ah bah non, ce commentaire, on va pas le mettre parce que sinon le watch time va baisser mes couilles. Et à un moment, ça m'a cassé les couilles, j'ai dit, vas-y, j'arrête de regarder le watch time, juste je fais des vidéos au feeling comme j'ai envie de le faire, etc., comme je faisais avant. Et je pense aussi c'est là où j'ai un peu perdu parce que je suis passé, tu vois, cette époque-là c'était vraiment le moment où j'étais le plus à l'avant-garde de ce qu'ils faisaient dans Minecraft parce que tu vois, j'étais l'un des premiers à mettre la MrBeastification en France dans Minecraft. Mais ça m'a dégoûté, parce que j'ai perdu un peu un des aspects que j'aimais bien sur YouTube qui était cet aspect communautaire et cet aspect, t'as un énorme groupe de pops qui a les mêmes refs, qui a les mêmes private jokes, etc. quoi. Ok, bah après, en vrai, moi je trouve que dans l'ensemble, je pense que c'est d'accord avec moi, mais t'as quand même réussi, on peut dire que t'as réussi cette transition, c'est pas une Ah transition non, en vrai, ça pour le coup, ouais, ça c'est cool. c'est pas une transition qui est facile, je pense, de passer du gaming, on en parlera peut-être après, mais passer du gaming à l'IRL, c'est assez dur, je pense. T'as quand même réussi ta transition. Après, là où quand on voit un Squeezie, est-ce que peut-être t'avais pas réussi à tout bien déléguer sur la partie gaming pour pouvoir te focus après sur la partie IRL, tu vois. J'ai l'impression que Squeezie, par exemple, quand il a fait sa transition vers l'IRL, parce qu'avant il était gaming et il est passé vers l'IRL, j'ai l'impression que, après c'est un peu différent parce que lui je crois qu'il avait totalement stop le gaming et après il a repris une chaîne gaming à côté, mais est-ce que, tu vois, le problème c'est que tu n'avais pas bien tout délégué la partie gaming pour pouvoir vraiment te focus à nouveau sur ton projet qui était l'IRL, tu vois. Maintenant tu te retrouves dans un entre-deux où tu dois gérer les deux et du coup tu peux pas être focus autant que tu veux. Ouais, je vois en fait, mais en fait le truc c'est que moi je pense à un moment j'avais fait une overdose de gaming en fait, c'est que tu vois j'étais devant mon PC pendant 10 ans, j'étais en mode putain j'ai envie de faire d'autres trucs, j'ai envie de voyager, j'ai envie de faire des concepts marrants, machin, etc. Donc j'ai beaucoup délégué le gaming, mais en fait je me suis rendu compte que ça perdait un peu d'âme, tu vois. Donc ensuite j'ai remis les mains dans le cambouis, mais du coup je perds du temps sur l'IRL et en fait, c'est juste une question de prioritisation, tu vois. Comment tu fais pour prioriser correctement les choses? Est-ce que t'es chaud qu'on parle un peu des lives et des shorts sur YouTube? Parce que du coup, je sais que t'en as fait pas mal à un moment, t'as même une chaîne de shorts. T'as fait des lives aussi à tes débuts. Qu'est-ce que tu penses des lives et pourquoi t'en fais plus? Et, enfin, t'en fais de temps en temps, mais que pour les de la gamme. Et qu'est-ce que tu penses des shorts et pourquoi t'en fais peu régulièrement, on va dire, genre un peu de manière... Alors les lives, moi j'ai jamais réussi à accrocher en fait, c'est pour ça que j'ai jamais, tu vois, j'ai déjà essayé de tenir des plannings de live, ça m'a pas convenu. J'aime bien ponctuellement des lives et tout pour les events, pour des trucs spécifiques, mais streamer régulièrement, en fait je pense que ça vient du daily upload en fait, parce que toutes les fois où j'ai essayé, bah, j'étais en daily upload, c'est-à-dire faut tourner la vidéo, puis après le soir tu dois refaire un live, puis enfin bon en fait c'était pas possible, j'arrivais pas. Après, bah écoute, le live, je pense que justement, paradoxalement, le live, maintenant, aujourd'hui, c'est un truc qui m'intéresse plus, mais j'ai pas le temps et c'est quand même, ça manque de flexibilité, tu vois. C'est-à-dire que moi, j'aime bien préparer des vidéos en avance, puis après, tu sais, je peux partir 2 jours en week-end, des trucs comme ça. En live, c'est pas possible. Mais en fait, j'ai plein d'idées. En fait, je vois une opportunité là où sur YouTube, j'ai l'impression que tout est fait. Enfin, en tout cas, c'est très difficile de se démarquer sur YouTube. Aujourd'hui, en stream, j'ai plein d'idées, de concepts, de trucs, de machins que je pourrais faire, qui, je pense, en tout cas, seraient différents de ce qu'on peut voir. Mais je le fais pas parce que tu vois, je fais trop de trucs déjà, en fait. J'ai trop de chaînes, trop de machins. Donc, en fait, à un moment, il faut savoir dire non.
Donc peut-être un jour je ferai des lives, mais c'est pas prévu. Et les shorts, pareil, en fait, les shorts, j'ai fait beaucoup de shorts pendant un moment, je faisais 2 shorts par jour, à l'époque où il n'y avait même pas la fonctionnalité, il n'y avait pas le petit onglet short sur YouTube. Parce qu'en fait, j'avais trouvé un petit peu un hack sur YouTube, où en fait, les shorts, je sais pas si je l'ai déjà dit en vidéo, mais en fait, en gros, au début des shorts, les shorts étaient monétisés comme des vidéos. Et du coup, en fait, c'était marrant de me dire, vas-y, je vais essayer de voir jusqu'à combien de temps ce truc-là va être utilisé avant que ça soit nerfé. Et personne ne faisait de short à l'époque. Mais t'avais quand même énormément de vues qui étaient générées comme les shorts d'aujourd'hui, tu vois. Et donc, j'ai fait ça pendant plusieurs mois. Ça a fait monter ma chaîne Fuse Short de 0 à 500 000 abonnés. Et j'ai arrêté parce que ça m'a saoulé, quoi. Et après, la chaîne principale, j'ai pas pris le wagon des shorts. Pourquoi ? Parce que, en fait, il y avait un peu ce truc j'avais l'impression que ça impactait les performances des grosses vidéos, enfin des longues vidéos, ce qui, rétrospectivement, je pense est faux. Mais ouais, j'arrive pas à m'y remettre parce que... En fait, c'est encore un truc de plus à penser, en fait. C'est juste je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a un jour où j'ai plus eu d'espace mental, tu vois. Fut un temps où même je faisais des daily uploads, j'arrivais à faire des shorts en même temps, à faire des trucs... Là, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas si c'est un début de burn-out qui m'a un peu niqué la tête ou que je sais pas, mais j'ai plus d'espace mental, tu vois. C'est-à-dire que gérer des shorts et des vidéos en parallèle, j'y arrive plus. Et je sais pas si c'est l'âge, je sais pas si c'est la motivation, je sais pas si c'est mon cerveau qui s'est rétréci, mais j'arrive plus à gérer des trucs en parallèle, donc les shorts... Mais tu penses qu'il t'apportait quand même fondamentalement quelque chose ou que c'était plutôt négatif? Parce que je sais qu'il y a un peu un débat sur YouTube en mode oui, comme tu disais, c'est négatif sur les vidéos, tu dis que maintenant tu penses que c'est pas négatif, mais du coup, est-ce que ça apporte vraiment quelque chose à la chaîne? Est-ce que c'est une bonne manière de découvrir une nouvelle audience? Est-ce que même pour un nouveau créateur de contenu, un mec qui veut se lancer, est-ce que tu penses que c'est une bonne voie? Qu'est-ce que tu en penses overall? Moi, je pense que les shorts, c'est que du bonus, c'est-à-dire ça sera pas du négatif. Après, je pense si tu fais des shorts, il faut viser une audience qualifiée, c'est-à-dire ne pas essayer de faire trop de vues, parce que en fait, faire des vues, tu vas optimiser la mauvaise métrique. Ce qu'il faut, c'est des viewers engagés qui vont être intéressés vraiment, enfin, tu vois, qui vont brancher leur cerveau quand ils vont regarder le short. Des fois, tu scrolles des shorts et tout en bas les couilles, mais des fois, tu branches le cerveau, et c'est là où tu te rappelles du créateur, tu te rappelles de la tête du créateur. Par contre, ouais, pour le coup, si vous montrez pas votre tête, je pense qu'un short, ça sert à rien, parce que... ou en tout cas, il faut que vous ayez un élément distinctif, tu vois, par exemple, un skin Minecraft, un truc, un machin, mais... parce qu'en fait, par exemple, un mec qui a bien réussi ça, c'est Maxime Click, tu vois, où il faisait des shorts au début, où en fait, juste il parlait d'actualité YouTube, donc tu cliques pour l'actualité YouTube, mais il a réussi à créer des mimiques, tu vois, genre et Internet. Et tout, Ouais, voilà, tu vois, Internet, l'oubliera pas, il a réussi à mettre de l'humour, machin, et en fait, au final, t'arrives un peu à créer une audience avec ça. Et là, il y a un autre mec qui fait ça. Mais non, c'est même pas une blague. Je sais pas si tu sais qui c'est. Ça me dit un truc, Ouais. je pense voir. Il y en a, tu sais, il y en a plein, il y a aussi Fitness Muscu, il y en a plein qui sont un Ça, peu je en connais mode, pas, mais voilà. Mais Si, bon, par tu contre. connais forcément Fitness Muscu, Je te c'est jure- le mec qui a une voix particulière. Ouais, je sais pas. Il fait des formations maintenant d'ailleurs pour les shorts. Je te jure que tu as déjà entendu, c'est sûr. Ok. Faudrait que je peux pas te limiter, mais il est en mode wow, grosse voix un peu. Ok. Il y en a plein un peu comme ça. Mais... Il y en a un qui fait des shorts sur Minecraft qui est assez connu, Natop Short. Ouais. Est-ce que tu considères que c'est le numéro 1 Minecraft ou c'est toi le numéro 1 Minecraft? Je sais pas, en vrai, tu vois, ma chaîne, elle est plus numéro 1 Minecraft, tu vois, parce que maintenant, je fais plus de Minecraft, donc. Dans tous les cas, c'est pas moi le numéro 1 Minecraft. Je sais pas qui c'est peut-être Ninjax. Après, non, Natop, c'est pas le numéro 1 en France, parce que dans tous les cas, 90% de son audience, elle est en Inde. Donc, bon. Du coup, pour toi, Timon Chef, c'est pas le numéro 1 français. Non, bah non. Tu considères en gros que c'est par rapport à l'audience, c'est pas par rapport à la nationalité du Ça youtubeur. dépend de la métrique. Après, pour le coup, c'est très impressionnant. Natop, pour le coup, c'est. En fait, je comprends même pas comment c'est possible. Voilà, mais. Je pense que ça va continuer, la manière dont ça marche et... Je pense pas. Je pense déjà ça a été un peu nerf, j'ai l'impression par YouTube. Ça marchouille encore, hein, mais je pense que ça va être compliqué de. Après je sais pas, peut-être, hein, peut-être. Mais en fait moi j'ai une déformation qui est que quand un truc marche moins bien, j'ai l'impression que c'est la fin, tu vois. Et c'est pour ça que moi c'était très difficile les périodes de baisse sur YouTube parce que tu vois si mes stats baissaient, j'avais l'impression c'est la fin, tu vois. C'est la fin de ma chaîne. Et même après 10 fois que les stats baissent et que ça finit par remonter, j'ai l'impression que c'est fini. Et du coup, là, vu que là les shorts brain rot marchent moins bien, je me dis c'est la fin.
Mais ça se trouve, dans 6 mois, il y a un mec qui va revenir, ça va répéter, tu vois. Donc moi, je suis pas très bon pour dire c'est la fin, c'est pas la fin, parce que moi, c'est pas que je suis défaitiste, mais je suis en mode, je sais pas, je vois pas comment les trucs peuvent... Tu sais, par exemple, moi, je me souviens, à l'époque, c'était en 2017 ou 2018, j'avais lu un livre sur les GAFAM, tu vois, donc Google, Amazon, Facebook. Et dans ce livre, ils disaient, ouais, tu vois, ils expliquaient un peu le business model et tout. Je me disais, ah ouais, putain, notamment c'était Amazon, je me suis dit, putain, ils vont grossir de fou, etc. Et je crois qu'autour de 2019 ou quelque chose comme ça, ils ont eu des difficultés. Pas des difficultés en mode ils étaient dans la sauce, mais en tout cas, ça grossissait moins vite. Ils avaient eu des petites baisses. Et je me suis dit, ah ouais, Amazon, c'est fini, ouais, ils arriveront plus à croître, ils ont maxé le marché, tu vois. Et là, 5 ans plus tard, ils font genre 3 fois plus de CA, tu vois, ils sont 3 fois plus gros. Et en fait, c'est que moi, je sais pas, c'est pas que je suis défaitiste, mais si, peut-être un peu, je sais pas. Tu parlais de vente, tu parlais d'Amazon, tout ça. Je fais un switch. Tu as lancé un produit grâce à Minecraft Modé, donc Didier. Ouais. Comment ça t'est venu cette idée de lancer un produit à ce moment-là? Déjà, surtout une peluche, c'est un peu précurseur. Je pense qu'il y avait déjà quelques marques de vêtements peut-être à ce moment-là, de youtubeurs, mais pas encore de peluche, à ma connaissance. D'où vient cette idée? Est-ce que quand tu as créé Didier, le personnage, est-ce que c'est un peu pensé pour ça? Ou pas du tout? C'est plutôt dans le sens inverse que c'est venu? Et comment tu as lancé ta boutique, quoi, aussi? Alors Didier, en fait, à la base, c'était sur Minecraft Modé. En fait, il y avait un mode qui s'appelait Blockling qui permettait d'avoir un bloc de compagnie. Ouais, il te permettait d'avoir un bloc de compagnie. Alors dans la première version, dans Minecraft Modé saison 3, j'avais créé un bloc de compagnie qui s'appelait Roger. Parce qu'en fait, je sais pas pourquoi je mettais des noms de merde, tu vois. Et du coup, Roger, les gens, ils avaient kiffé Roger. Parce que voilà, je crois que je le faisais même pas parler, mais juste, ah tiens, il y a Roger, il fait ces trucs. Enfin, bon, là, c'était marrant. Et du coup, dans la saison d'après, j'ai ramené Didier. Tu vois, c'est la suite de Roger. Et lui, il parlait. Et ouais, Didier, je le faisais parler, tu vois, je lui disais des trucs et il me répondait. Et vraiment, il n'y avait aucune réflexion derrière, aucune stratégie. Mais en fait, les gens, ils ont commencé à trop kiffer Didier, tu vois. Et un moment, je lisais les commentaires et il y a quelqu'un qui disait, ah, tu devrais trop faire une peluche Didier. Je me suis dit, putain, mais j'avoue, ça serait grave stylé, ça serait trop bien. Du coup, j'avais fait un sondage dans une de mes vidéos, parce qu'à l'époque, tu pouvais faire des sondages sur YouTube. J'avais dit, hey, les gens, ça vous chauffe, de faire une peluche Didier, machin, etc. Et je me souviens, il y avait eu 60 000 oui. Tu vois, sur le sondage. Je me disais, putain, waouh, et tout, il y a 60 000 personnes qui veulent un Didier, putain, c'est un truc de fou, etc. Donc j'avais commencé à chercher un fournisseur. J'y connaissais rien du tout. Mais c'était vraiment une galère pas possible, hein, parce que voilà, tu vois, j'ai trouvé le fournisseur. Une fois que j'ai trouvé le fournisseur, je voulais mettre ça sur Amazon, parce que je savais pas faire de boutique. Le problème, c'est que sur Amazon, fallait avoir un code barre. Pour avoir un code barre, il faut aller voir une société qui distribue les codes barres, parce qu'en fait c'est géré par un organisme, les codes barres, sauf qu'il faut payer un abonnement, mais je comprenais rien, ensuite machin, j'ai pas réussi, c'était tellement compliqué de le mettre sur Amazon que je l'ai pas fait. Ensuite du coup j'ai créé du Fuse Shop, je me suis dit, là pour le coup j'étais inspiré de Logan Paul justement, parce que Logan Paul il avait un site qui s'appelait loganpaul.com/shop, et à chaque fois il le pubait comme un bourrin dans toutes ses vidéos, et en fait ça devenait limite un personnage de ses vidéos, le shop, tu vois. C'était genre, je sais pas, il l'écrivait partout, ou je sais pas, il s'embrouillait avec un mec dans la rue, il disait mais attendez, là vous avez l'air un peu tendu, vous devriez aller sur loganpaul.com, tu vois, genre il faisait que des... En fait c'était un comique de répétition, et je me suis dit je vais faire pareil, je vais créer le Fuse Shop. Est-ce que tu as un conseil général, parce que du coup en fait tes produits ont quand même bien marché, genre si on parle de Didier, genre t'as fait des ventes de faux et tout, ça a très bien marché. Qu'est-ce que tu en tires de ça? Quel est, on va dire, tes advice un peu globales sur comment lancer un bon produit? Didier, ça a super bien marché parce que du coup, tu avais ta mascotte qui était directement in-game. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée, par exemple, d'implémenter une mascotte si tu veux vendre un produit derrière? Moi, je pense que le conseil, déjà, c'est que les produits qui marchent le mieux, c'est les produits qui sont amenés naturellement. Tu vois, c'est-à-dire que si tu veux forcer le truc, tu dis, ah, vas-y, je vais rajouter une mascotte pour machin. Bon, ça peut marcher hein, si tu es très bon en marketing, mais en fait, il faut que ça soit naturel, dans le sens où ouais, en fait, ça se ressent quand tu t'en bats les couilles ou quand vraiment le produit, t'as de la, enfin, tu vois, il y a une raison du pourquoi. Et après, ça dépend beaucoup des produits, en fait. Est-ce que tu fais un produit qui est utile? Est-ce que tu fais un produit qui est consommable? Est-ce que tu fais un produit qui est... Parce que, par exemple, en fait, typiquement, Didier, comment je le vois, c'est des gens qui regardent les vidéos depuis très longtemps, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'aurais, parce que je me mets à la place du viewer qui regarde un créateur tous les jours pendant des années. Tu te dis, putain, en vrai, c'est un créateur qui est dans ma vie, avec lequel j'ai partagé beaucoup de temps. J'ai envie d'avoir une espèce de petit souvenir de ça, tu vois.
Et c'est comme ça que je vois le Didier. Donc moi je pense qu'il faut juste faire les choses bien, des trucs clean. Euh, je sais pas. En fait c'est compliqué parce que moi j'ai pas tant d'expérience que ça avec les objets parce que moi j'ai les t-shirts, les peluches, tous les trucs comme ça en fait c'est un peu la même chose en fait. C'est j'ai envie d'avoir un souvenir du créateur. Mais tout ce qui est produit consommable et utilitaire, donc en une véritable utilité, j'ai aucune expérience avec ça, donc je saurais pas te dire. Mais mon intuition, ce serait que si par exemple vous voulez faire, bon je pars un peu loin, mais si vous voulez faire de la bouffe par exemple, donc tu prends Ciao Kombucha, tu prends tous les trucs de Dark Kitchen de tout le monde, faut pas se dire ça va marcher parce que je suis créateur, il faut se dire que le fait d'être créateur ça donne un petit avantage parce que tu as un canal de distribution, mais faut que le produit tienne sur ses pattes en lui-même. Faut pas se dire ouais, je suis créateur, le truc va marcher, parce que ça, c'est le meilleur moyen de faire un produit éclaté, d'abîmer son image, de faire un produit qui marchera pas en fait à la fin, parce que le bouche à oreille, ça, hein, c'est quand même important. Donc voilà, moi, c'est le conseil que je donnerais, c'est ok, ça coûte un petit peu plus cher de faire de la qualité, mais sur le long terme, c'est important. T'as ouvert pas mal de chaînes YouTube quand même, entre du coup Fuse 3, Fuse, Fusey, Fuse Clip, et j'en oublie une, Fuse, le gaming du coup. La deuxième que t'as ouverte, je crois que c'était Fusey, après Fuse 3, dans l'ordre chronologiquement. T'as fait Fuse 3, Fusey. Fuse 3, Fusey. C'était quoi l'objectif avec la chaîne Fusey quand tu l'as ouverte et quel est l'objectif maintenant? Parce que t'as fait comme un switch, avant tu faisais du jeu vidéo, maintenant tu fais d'autres trucs. C'est quoi l'objectif de cette chaîne secondaire essentiellement? Il n'y a pas vraiment d'objectif, c'était vraiment une chaîne pour mettre des vidéos bonus. Au début, je mettais par exemple des épisodes de Palladium que je trouvais pas ouf. Je mettais des petites séquences, des petits trucs pas à travailler en fait, parce que tu sais, sur la chaîne principale, fallait que ça soit monté, fallait que ça soit machin. Donc par exemple, si on m'invitait sur un Fallen Kingdoms ou un truc comme ça, bah, je postais sur cette chaîne-là. Après, j'ai fait aussi voilà, d'autres vidéos un peu bonus. Tu sais, quand j'avais eu des gages à faire, bah, en fait, tout ce qui sortait de Minecraft, du giron Minecraft, je mettais sur cette chaîne. Et après, un peu plus récemment, enfin non, c'était pendant le Covid d'ailleurs, je me suis dit, j'ai envie de parler peut-être un peu plus business, mais pas dans le sens business, Yomi Denzel, machin, non, mais c'est juste, je venais de sortir la peluche Didier, j'avais envie un petit peu d'expliquer tout ce qu'il y avait comme enjeu derrière. Du coup, j'ai sorti une série qui s'appelait Derrière la Fuse Corp, où voilà, je détaillais un petit peu comment j'avais sorti la peluche Didier, combien ça coûtait, machin, etc. Les gens avaient vraiment kiffé l'expérience, du coup j'ai continué. J'ai parlé, à un moment, j'avais parlé des difficultés de Palladium parce qu'on était un peu dans la sauce financièrement. À un moment, j'ai parlé de combien me coûtaient les locaux parce que je venais de prendre des locaux et en fait, j'ai appris plein de trucs. Tu vois, j'ai appris combien ça coûtait, les ordres de grandeur, les trucs, les machins, donc j'avais envie de le partager. Et au final, petit à petit, je pense que c'est venu notamment avec Palladium, c'est qu'en fait j'aimais bien parler des backstage de Palladium, des enjeux qu'on avait, etc. Et les gens ont petit à petit pris cette chaîne comme une chaîne business. Mais c'était pas l'idée de base, mais c'est juste qu'au final, vu que ça plaisait aux gens, et vu qu'en fait je me rendais compte que moi j'aime bien parler, j'aime bien partager les trucs, et la raison pour laquelle il y a beaucoup de youtubeurs à l'époque qui partageaient pas, je sais pas combien ils gagnaient ou des trucs comme ça, c'est parce que on venait les faire chier, machin, tu gagnes trop, c'est pas juste, nanana. Sauf qu'en fait aujourd'hui j'ai l'impression que le point de vue des gens là-dessus a complètement changé, c'est respecté, les gens voient que y a du travail derrière, que c'est pas parce que tu gagnes 10 000 euros que c'est 10 000 euros dans ta poche, parce qu'il faut que tu payes des gens, faut que, enfin, tu vois, il y a eu un gros changement de mindset sur le YouTube français, donc c'est plus cool d'en parler. Et moi, je fais des vidéos sur lesquelles que j'aimerais bien voir. J'aimerais bien voir Squeezie qui fait une vidéo où il décortique tout son business. Bon, il le fera jamais, mais tu vois, par curiosité, c'est quand même. Voilà, c'est un truc que moi j'aurais bien aimé voir. Ok. Et du coup, tu as ouvert cette chaîne, tu as ouvert d'autres chaînes après. Comment tu fais actuellement pour gérer autant de chaînes, notamment 3, voire 4 parfois, on va dire, parce que des fois tu as eu YouTube Short, tu as eu Fuse Clip, tu as géré d'autres chaînes. Ouais, comment tu fais pour gérer 3 chaînes actuellement? Je sais que tu t'es bien entouré, tout ça. C'est quoi ton process créatif? Comment tu gères toutes tes chaînes en même temps? En fait, si j'ai créé des chaînes, c'est parce que j'avais des envies de contenu spécifique par chaîne, tu vois. Genre par exemple, au début j'avais ma chaîne Minecraft, après j'avais envie de faire d'autres jeux, donc en fait c'est simple, dès que j'avais une idée, je le notais sur ma chaîne Multigaming, dès que j'avais une idée Minecraft, je le notais sur la chaîne Minecraft, dès que j'avais un truc qui rentrait pas trop dedans, je me disais est-ce que ça passe sur Fusey,
Mais en fait, comment je m'organise? Je m'organise pas tellement en fait. Hein. C'est juste, souvent, j'ai. Bah là aujourd'hui, je dirais que peut-être ma priorité, c'est la chaîne gaming. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait toujours des vidéos qui sortent dessus. Et je cale le reste autour, tu vois. Donc par exemple, la chaîne Fusée au carré, l'année dernière, le seul truc qui a carry la chaîne, c'est que, en fait, les marques, elles aiment bien cette chaîne parce que c'est une chaîne qui fait pas trop de vues, c'est pas très cher à sponsor, ça parle à des gens assez adultes, matures, etc. Donc l'audience est qualifiée. Donc en fait, bah, Hugo, mon agent, à chaque fois, il m'appelle, il me dit ah bah tiens, t'as une sponsor sur Fusey. Ah bah tiens, t'as une sponsor sur Fusey. Et d'autant plus que l'année dernière, financièrement, c'était pas une super année. Donc ça a quand même mis pas mal de beurre dans les épinards. Donc certains vont dire ouais putain Fuse, tu fais des vidéos sur Fusey que pour des raisons financières. Mais en fait, je trouve que le fait d'avoir un peu le feu au cul, ça aide d'un point de vue créatif en fait, c'est la créativité sous contrainte. Tu vois, quand t'as trop d'espace pour réfléchir et quand t'as trop de temps, tu fais rien. Parce que t'es en mode, ah, je pourrais faire ça aussi. Ah, mais j'ai le temps de toute façon. Alors que bon, t'as une deadline, la marque, elle veut que tu postes telle vidéo à tel moment. Enfin, en fait, c'est ça qui m'a vraiment permis de faire une vraie DA sur Fusée au carré. Et je trouve que c'est une de mes chaînes préférées parce que les vidéos, je kiffe les faire. Je peux parler de sujets qui m'intéressent et les gens répondent. Enfin, c'est hyper intéressant. Et en même temps, c'est pas prise de tête, il n'y a pas trop de. C'est pas la même guerre que sur les autres chaînes. Même si pour moi, le cœur de ma communauté, le cœur de ce que je fais, ça reste quand même les vidéos gaming. C'est pour ça que je fais passer Fuse en priorité. Et aussi parce que je me rends compte que je suis beaucoup plus à l'aise d'avoir beaucoup de flux. Là où, par exemple, sur les IRL, en fait, ce qui me tue, c'est d'avoir une IRL qui marche pas, qui bide. Et je sais qu'il faut attendre 1 ou 2 semaines avant d'en reposter une autre, ça me détruit. Si j'ai cette stabilité à côté de vidéos qui sortent régulièrement, même si y en a une qui marche pas, bah celle d'après elle peut l'effacer entre guillemets. Ça, mentalement c'est mieux. Enfin, après c'est de la fragilité mentale, hein, mais c'est comme ça que je marche. Ok. Là, tu as parlé un peu un peu plus de manière extérieure, mais plus concrètement, dans tes tournages et dans comment tu réalises les vidéos, tu es entouré. Est-ce que c'est pas galère, par exemple, dans ta journée, tu vas tourner une IRL, tu vas tourner une gaming, tu vas tourner un truc un peu plus entrepreneuriat. Est-ce que tu arrives quand même à. J'imagine que tu parles pas. Quand tu es sur une vidéo de Fusey, tu es plus posé, tu vois, que sur une vidéo Minecraft, tu vas être un peu plus avec une voix énergie, avec plus d'énergie. Est-ce que c'est pas galère d'enchaîner plein de tournages comme ça, de plein de vidéos différentes et en même temps de. Moi, je parle vraiment plus de manière concrète avec tes équipes et même toi, ta manière de record. C'est pas un enfer, genre de record autant de trucs différents? Bah, des fois c'est un peu compliqué, c'est vrai. Mais c'est pas si compliqué que ça. En fait, le vrai truc qui est compliqué, c'est de coordonner les IRL qui prennent vraiment beaucoup de temps avec le gaming. Parce que, bah, tu vois, typiquement, là, on est parti 2 semaines aux États-Unis. C'est 2 semaines dans lesquelles je pouvais quasiment pas rec pour le gaming. Donc, en fait, ça fait un gros trou sur le gaming pour 2 vidéos IRL. Donc, bon, bah, tu vois, en plus, bon, elles ont bien marché, donc c'est cool. Mais c'est ça qui est un peu compliqué, c'est les gros tournages pour essayer d'avoir du flux. Maintenant, quand je suis au bureau, généralement, j'essaye de tourner une vidéo tous les 2 jours, tu vois, parce que c'est généralement, je suis un peu dispersé, je suis pas très focus, donc là où avant ça me prenait une journée pour faire une vidéo, là ça m'en prend 2. Mais du coup, c'est pas si dur que ça. Et Fusey, pour le coup, vraiment, c'est 90% des vidéos de Fusey, c'est que du plaisir, tu vois, genre une vidéo Reddit, je vais sur Reddit, je vois ce qu'a dit les communautés, tu vois, il n'y a même pas de prise de tête, tu vois. Alors que peut-être une gaming, il faut réfléchir à la structure, machin, etc. Fusey, c'est vraiment des vidéos plaisir, quoi. Et le gaming, l'IRL, par contre là pour le coup, c'est vrai que c'est ce qu'il y a de plus challengeant. Et pour le coup, Nico m'aide beaucoup, et Wen, parce que c'est lui qui chapeaute un peu toute cette partie-là. C'est lui qui gère Macha, qui fait la pré-production. C'est lui qui prémage beaucoup du travail d'organisation avec les monteurs, etc. Donc ça, pour le coup, ça m'aide énormément. Ok, et comment tu fais, genre, avec toutes ces vidéos à faire, pour avoir toujours des idées? J'imagine que c'est compliqué, t'en as pas toujours, j'imagine que des fois tu trouves moins d'idées. Est-ce que tu as souvent des pages blanches? Comment tu arrives à rester innovant, trouver des idées et ne pas avoir la page blanche, quoi? Et bah, pendant très longtemps, les idées, moi j'ai eu aucun problème, surtout l'époque Minecraft. En fait, moi j'ai toujours aimé la partie réflexion d'idées, surtout quand tu as une niche vraiment définie. Tu te dis, moi à l'époque du Prime Minecraft, je me disais, moi ma chaîne, tout ce qui touche à Minecraft, je le fais dessus. En fait, j'ai envie que ma chaîne, ce soit la bibliothèque gigantesque de tout ce qui touche à Minecraft. Y a une marque qui fait un truc what the fuck avec Minecraft, je vais en parler. Il y a une map intéressante, je vais en parler. Il y a un mode intéressant, je vais en parler. Et donc en fait, j'avais toujours des trucs à dire, j'avais toujours des angles
what the fuck, je combinais des idées ensemble, Minecraft plus pub, ah vas-y, je reproduis les pubs que je vois dans la rue de Minecraft. Enfin, tu vois, en fait, j'avais une inspiration sans fin d'idées. Là, paradoxalement, j'ai moins de niches, c'est plus dur. Pourquoi? Parce que, tu vois, je vois une vidéo enfin, je vois un jeu vidéo qui a l'air cool. Ok, mais en fait, est-ce que ça rentre vraiment dans ma DA? C'est pas sûr. Donc en fait, je pense que je gagnerais à nicher un peu plus mes vidéos, notamment gaming. C'est un peu ce que j'essaye de faire en me rentrant. Enfin, j'estime que ma DA gaming, par exemple, c'est des vidéos sur des jeux un peu nerd. Donc là, pour le coup, ça dépend beaucoup plus des jeux que de moi. C'est ça qui est très difficile. Donc comment je fais pour trouver des idées? Je fais beaucoup de veille. Dès que j'ai une idée, je la note, ça c'est important. Si vous êtes créateur, si vous avez une idée, notez-la. Même si l'idée est éclatée, en fait, vous allez repasser dessus, vous allez réavoir des idées. Souvent, les gens, ils ont une idée, puis ils la gardent dans un coin de leur tête, puis ils l'oublient, puis c'est fini, tu la retrouves jamais. Donc ça, c'est important de toujours noter, et tu la notes dès que tu l'as. Et voilà. Et pour produire toute cette vidéo, du coup, tu en as parlé, tu t'es entouré de Macha, d'autres personnes avec Ewan qui t'aide. La première personne que tu as recrutée, c'était Doff. Ouais. Comment ça s'est passé à quel moment tu t'es dit, voilà, il faut que je commence à recruter quelqu'un? Je parle plutôt pour les gens qui nous écoutent, en mode quand tu es un youtubeur, à partir de quel moment il faut que tu t'entoures, par exemple, d'un monteur, d'un maker? Quels sont les moments, les phases clés où tu te dis, voilà, il faut que je travaille avec une nouvelle personne? Même toi, du coup, actuellement, Macha, ça fait pas si longtemps qu'elle est là, je crois que ça doit faire un an. Ouais, 8 mois, ouais. Comment tu te dis, voilà, là, il faut que je recrute quelqu'un, et quels sont tes process pour recruter dans l'ensemble? Je crois que tu travailles beaucoup avec Nico pour recruter, il me semble. Ouais, moi, moi, tout ce qui est RH, management et tout, je suis très mauvais. Je suis pas un bon, je suis pas un bon gestionnaire parce qu'en fait, moi, dès qu'il faut faire un appel, un call, un machin, ça m'angoisse. J'ai l'impression de perdre du temps, enfin, tu vois, en fait, tout le temps que je passe pas à rec, c'est une angoisse parce que je me dis, je perds du temps sur mon rec. Donc, en fait, je suis très mauvais à manager. Mais ouais, en fait, la première personne que j'ai prise, c'était Doffmine parce qu'en fait, c'était le stage de fin d'études que je faisais. Et là, pour le coup, je pouvais pas sécher le stage. Tu vois, les cours, je séchais beaucoup de cours. Là, le stage, c'était 9h, 17h, tu vois. Donc, je savais que j'allais être dans la merde si j'avais pas de monteur. Donc, je m'y suis pris un petit peu à l'avance. J'ai cherché des monteurs. Au début, j'ai parlé à un pote qui m'a fait un montage qui était pas ouf. Et après, Doffmine est venu parce que Doffmine, à la base, il était sur Redwood, en fait. Et il est venu dans mes DM Twitter pour me dire hey, salut, est-ce que par hasard tu cherches pas un monteur et tout? Et ça tombait pile au moment où je cherchais un monteur. Donc je l'ai formé. Enfin, voilà, c'était la première fois que je bossais avec quelqu'un. Ça fait un bon bout de temps qu'on bosse ensemble. Là, ça fait depuis 2018. Donc, pour le conseil pour des créateurs qui débutent, à quel moment est-ce qu'il faut s'entourer? Je pense qu'il ne faut pas s'entourer dès le départ parce que quelque chose qui est très important, c'est d'avoir sa patte au niveau du montage, sa patte au niveau de l'écriture. Enfin voilà, ça dépend ce que vous voulez déléguer. Généralement, le premier truc qu'on délègue, c'est le montage. Mais en fait, je pense que si tu délègues trop tôt le montage, ça va plus être ton identité visuelle, ça va être l'identité visuelle du monteur. Et en fait, c'est là où tu vas être vachement dépendant d'une personne. C'est là où Enfin, tu vois, les monteurs, ils n'ont pas non plus la science infuse, tu vois. Moi, en tout cas, je sais qu'à l'époque, le format, quand j'ai recruté Doffman, j'avais un format qui était très unique. C'était dur de trouver un monteur qui savait faire ça, mais en même temps, le format que j'avais de montage, il était intrinsèque à la vidéo. En fait, c'était important que ça garde la même patte parce que c'est ça qui donnait un peu la fraîcheur des vidéos. Donc ouais, c'est important quand tu recrutes, de pas diluer. Enfin, si tu peux un peu le diluer, mais de pas trop diluer ta patte créative. Ok, trop intéressant. Et du coup, là, actuellement, vous êtes quand même beaucoup à la Fuse Corp maintenant. Il y a pas mal de gens en CDI, en freelance qui travaillent avec toi, qui gravitent autour de toi. Bon, je sais que du coup, tu n'aimes pas trop la partie management, c'est pas trop ton truc. Ah non, comment, avec toute cette équipe et tout ça, tu as réussi à faire la transition? Je pense qu'en fait, c'était plutôt toi, mais comment tu as fait la transition vers l'IRL? Comment tu l'as appréhendé? Comment tu es passé de Fuse 3 Gaming à Fuse 3 IRL? Comment c'était réfléchi? Parce que du coup, comme on l'a dit un peu avant, ça s'est bien passé. À quel point tu avais réfléchi à ça? À quel point c'est du feeling? À quel point, comment ça s'est passé ta transition, quoi? Ouais, la transition, pour le coup, en fait, faut savoir que cette transition, je voulais la faire depuis. En fait, ça fait des années, en fait. Ça fait des années que j'ai envie de faire de l'IRL. Moi, mes formats IRL préférés, je pense, c'était l'époque Squeezie, où il était dans son bureau, il testait des petits sites internet, des trucs de merde comme ça. Moi, je kiffais trop. C'était vraiment ce que je voulais faire.
Bon, au final, c'est pas trop la direction que j'ai pris, mais voilà. Donc ça faisait très longtemps, et c'est un truc qui me faisait flipper parce que j'avais un truc qui marchait sur Minecraft, et c'est dur de prendre le risque de détruire tout ce que tu as fait pour un autre truc, pour changer de format, pour faire autre chose. Et donc j'ai procrastiné, je voulais pas le faire. Pendant les années d'avant, les gens qui remarqueront bien, en fait, mon objectif c'était de faire une vidéo IRL par semaine, donc le samedi. Et je me souviens, la première année, j'ai dû en faire 6, la deuxième année 13, la troisième année 14, tu vois, donc j'arrivais vraiment pas à faire le rythme. Et puis à un moment, je me suis dit, en fait, la vérité, c'est que, ok, tu dis que tu veux faire de l'IRL, mais tu mets jamais ça en priorité. Donc, je me disais, c'est pas possible, je peux pas avoir la chaîne Fuse 3 sur laquelle je fais de l'IRL et du Minecraft. En plus, c'est le bordel parce que, en fait, dans ma tête, c'était un peu ce délire de vouloir être mainstream que je te disais. C'était, voilà, si je veux être mainstream, les gens, ils vont pas s'abonner à Squeezie s'il y a, ok, une vidéo banger de l'imposteur et qu'il y a 5 vidéos Minecraft entre les deux, tu vois. Ça n'a aucun sens parce que en fait, tu t'es capé par ta niche la plus petite. Donc je me disais, soit il faut que je crée une autre chaîne et que je mette les vidéos IRL dessus, soit il faut que je mette ça sur Fuse 3. Le truc, c'est que me connaissant, je savais que si je mettais ça sur une autre chaîne IRL, c'était fini, j'allais m'en battre les couilles, tu vois. Parce que j'allais faire passer Fuse 3, qui est le truc qui fait vivre tout le monde, qui paye les factures, etc. En fait, j'avais pas le choix, sinon j'allais faire 2 vidéos IRL et j'allais give up le truc parce que ça allait faire moins de vues, ça allait pas marcher. Enfin, tu vois, voilà. Donc il fallait que je brûle les bateaux. Je crois qu'ils appellent ça en anglais burn the boats, c'est-à-dire tu arrives sur une île, tu es obligé de conquérir l'île, tu brûles les bateaux, tu es coincé sur l'île, tu es obligé de faire le truc. Donc la stratégie c'était, je vais faire une vidéo par semaine, c'est la priorité, c'est faire une vidéo par semaine IRL sur Fuse 3. Et ensuite, au bout de quelques mois, je vais commencer à déplacer, à ce moment-là, j'avais déjà la chaîne Multigaming Fuse, je vais commencer à déplacer une vidéo par semaine de Minecraft sur Fuse. C'est-à-dire, voilà, la première semaine, il y a 4 vidéos Minecraft, une vidéo IRL. La deuxième semaine, il y a 3 vidéos Minecraft, une sur Fuse, une vidéo IRL, etc. etc. Et en fait, ma stratégie, c'était que si jamais je vois qu'au moment de la transition, si je mets sur Fuse et que ça bide, bah ok, je reste comme ça. C'est-à-dire, par exemple, je serais resté 3 semaines à faire 3 vidéos Minecraft, une vidéo Minecraft, une vidéo IRL. Je sais pas si c'est clair. Ouais. Mais voilà, en gros, j'aurais délayé la transition. Au final, j'ai pas eu besoin de délayer parce que ça a marché super bien. Ça a même marché mieux sur la chaîne sur la chaîne Fuse que sur Fuse 3. Donc là-dessus, j'étais content. Et aussi, un des trucs qui m'a un peu poussé à faire cette transition, c'est que Minecraft était quand même en perte de vitesse. Moi, ça me démotivait beaucoup de faire du Minecraft à cette époque-là. Donc, je me suis un petit peu réfugié dans l'IRL et j'ai fait ça pour ça aussi, quoi. Tu penses quoi de l'avenir de Minecraft? Je pense, là, ça repart un peu, j'ai l'impression. J'ai l'impression que ça remarche un peu. Je pense que Minecraft, ça va jamais crever, hein. Enfin, je pense qu'il y a encore de beaux jours devant lui. Maintenant, est-ce que ça va être le jeu hégémonique que ça a été pendant 10 ans? Peut-être pas. Minecraft, c'était intestable pendant de 2010 à 2023. C'était intestable, c'était un rouleau compresseur. Là, aujourd'hui, ça l'est un petit peu moins. Il y a plus de concurrence. Microsoft, sur mon avis, ils sont un peu sur leurs acquis, mais en fait, ils arrivent à tellement des niveaux où ils ont tellement développé la marque que même si le jeu est 2 fois moins puissant, ils impriment tellement d'argent que ils n'ont pas besoin de pousser le truc plus, tu vois. Ce qui est dommage. Parce qu'en plus, c'est Microsoft, quoi. Même si Minecraft va à 0 demain, ils le voient même pas. Donc c'est pour ça qu'ils vont faire des choix safe. Le problème des choix safe, c'est que sur le court terme, c'est bien. Sur le long terme, tu tues petit à petit ton jeu, peut-être. Ok. Une petite dérive sur Minecraft. Comment tu as vécu, parce que tu as fait la transition, ok, tu nous as expliqué comment tu l'as fait, mais comment toi tu l'as vécu personnellement? Est-ce que c'était stressant? Comment tu l'as vécu, en fait, tout simplement? Bah ouais, moi pour le coup, c'était vraiment stressant. Moi j'ai l'impression de jouer ma vie. Parce que vraiment, enfin en fait, ouais, c'est quand même stressant, quoi. T'as des responsabilités, t'as des gens qu'il faut payer, machin, etc. Si ça marche pas, c'est la sauce en fait. Parce que pour le coup, moi je savais que si je faisais ça, c'était dans un sens unique en fait. Là, demain, je peux pas revenir et remettre Minecraft sur ma chaîne principale. Ça va perdre les gens en fait, ça va être le bordel. Donc ouais, non, pour le coup, c'était hyper stressant. Pour le coup, j'ai vraiment eu beaucoup de chance parce que les gens ont suivi de ouf. Les gens, ils ont été très... Même certains qui étaient dans l'incompréhension, tu vois, ils disaient « Ouais, c'est bizarre, bon, c'est pas grave, je m'abonne quand même et tout. » Ça a été beaucoup d'aide, beaucoup de soutien, des gens qui comprenaient pas aussi, des gens qui se sont sentis trahis parce qu'ils étaient en mode « Ouais, mais moi, je comprends pas, non, je me réabonnerai pas parce que machin... »
je comprends de loin, mais en fait, le truc que je leur disais, c'est que, bon, écoutez, voilà, pour vous, c'est juste, ça change la chaîne à laquelle vous êtes abonné. Pour moi, ça change toute ma vie, tu vois, parce que toute ma vie tourne autour de YouTube. Donc, tu vois, c'est OK, j'ai besoin de réorganiser mes chaînes. Voilà, si c'est des gens qui regardent depuis 5 ans mes vidéos et qui veulent pas faire le switch, c'est con, tu vois, c'est con. Mais bon, de toute façon, pour moi, c'était vraiment nécessaire. C'était une période un peu bizarre, tu vois, parce que ça te remet en cause toutes tes... Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai eu cette espèce de... Pas de mini burn-out, mais de manque de... Enfin, de perte de confiance en moi, parce qu'en fait, ça a tellement tout changé que toutes mes certitudes, elles ont été remises en question. Et ça, c'est un peu chiant, parce que si tu as une certitude qui est remise en question, bah, tu peux te baser sur les autres. Mais quand toutes tes certitudes, elles sont ébranlées, tu es en mode, ah, putain, je sais pas à quelle branche me rattacher, quoi. Donc ça a été difficile, mais ça aurait pu être beaucoup plus difficile, ça aurait pu ne pas marcher, ça aurait pu... Enfin tu vois, ça aurait pu... Il y a 1000 façons que ça aurait pu mal tourner, et en vrai, je suis quand même assez... Enfin voilà, j'aurais pas pensé que ça se passe aussi bien. Et cette audience, du coup, qui était un peu, bon, qui s'est un peu séparée, du coup, j'imagine, entre les deux chaînes, est-ce que tu as l'impression que c'est une audience qui grandit avec toi, ou est-ce que c'est plutôt un roulement où, par exemple, sur Fuse, tu vas récupérer plutôt les plus jeunes, qui vont peut-être transitionner après en grandissant sur la vidéo IRL? Comment tu as l'impression que se comporte ton audience? Est-ce que tu as l'impression de conserver la même audience et qui grandit, ou est-ce que tu as l'impression que c'est plutôt des roulements? Ouais, moi je pense que je conserve beaucoup l'audience. Je pense que j'ai des gens qui restent très longtemps avec moi sur les vidéos. Je sais pas à quel point je renouvelle, je sais pas à quel point les audiences des chaînes diffèrent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai l'impression que les gens qui regardaient du Minecraft, du gaming, etc., il y en a beaucoup qui ont grandi et qui ensuite sont partis sur Fusée, donc la chaîne entrepreneuriale. Ça, c'est un truc, c'est un retour qui m'est très souvent fait. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir que, ok, certes, les gens sont peut-être plus intéressés par Minecraft, mais t'arrives quand même à les intéresser sur un autre sujet. Le vrai enjeu, c'est de réussir à faire en sorte que la chaîne IRL soit autonome. C'est-à-dire qu'elle se base plus sur... Enfin, en tout cas, qu'elle puisse croître par elle-même. Si j'en crois les stats, elle croît, mais en fait, c'est toujours compliqué parce que j'ai l'impression de voir la même communauté que celle que j'avais sur Minecraft à l'époque, tu vois. Enfin, en tout cas, tu vois, le gros des commentaires, c'est les gens, ils vont faire des petites refs à Minecraft, des trucs, ils vont me parler de refs d'il y a très longtemps. Donc, en fait, je pense qu'il y a des nouveaux viewers, mais je pense aussi qu'il y a une très grosse partie d'anciens, tu vois. Donc, c'est un petit peu l'enjeu sur la chaîne IRL. Et en même temps, je suis un petit peu arrivé à un stade où en fait, moi, ça me va de rester à cette taille-là. Ça me va voilà, du moment que je peux faire les vidéos que j'ai envie de faire, du moment que j'ai l'impression d'avoir une communauté soudée. Moi, le truc qui me ferait chier, c'est d'avoir l'impression de ramer, tu sais, d'avoir 3 commentaires sous les vidéos, que tu vois, que ça rebondisse pas, que t'aies pas l'impression que les gens ils te suivent dans tes délires. En fait, c'est ça, moi, que j'aime trop, c'est tu pars dans un délire, un truc qui est même extrêmement niche, extrêmement what the fuck, et les gens te suivent, les gens te proposent des trucs. Ah, mais putain, j'ai vu que t'as fait ça, tu pourrais peut-être faire comme ça. C'est trop bien. C'est trop bien, et en vrai. Je préfère largement ça que de faire 5 millions de vues par vidéo, mais d'avoir des enfants de 3 ans qui comprennent rien. Tu vois. Okay. Donc là, voilà. Moi, j'ai fait un peu la paix avec l'idée d'être mainstream. Je pense que c'est même pas si agréable que ça. T'as quand même malgré tout une vision assez business de YouTube. Genre, t'es comme très une vision business, je me trompe pas? Je pense que... Ouais, j'ai une vision business. Plus dans la manière d'organiser, je parle de gérer, de... Non? Oui, non, en vrai, je pense que tu peux pas dire que j'ai pas de vision business, mais ouais, je sais pas. En fait, je saurais pas dans quel saut me mettre parce que. T'as en fait, un mix des deux, peut-être? En fait, moi, c'est que j'aime bien le business d'un point de vue intellectuel. Enfin, quand je dis d'un point de vue intellectuel, c'est-à-dire que c'est un sujet qui m'intéresse, tu vois. J'aime bien étudier les trucs, etc. Et du coup, c'est des trucs que j'implémente. Mais pendant vraiment très très longtemps, en fait, j'étais un peu le cul entre deux chaises, entre la partie business, la partie créative, tu vois. Et j'arrivais pas à réconcilier les deux, parce que la partie créative, c'était un truc non négociable, mais en même temps, si je voulais me développer, j'étais obligé de développer la partie business, de mettre en place des process, etc. Et je sais pas quelle partie a gagné, en fait, à vrai dire, aujourd'hui. Et je pense que c'est par période. Il y a des périodes où je vais être plus business, mais en fait, j'ai envie que si je fais du business, ce soit pas basé sur YouTube. En fait, c'est un truc qu'avec le temps, que j'ai appris, entre guillemets, c'est que j'ai pas envie de faire ciao kombucha, tu vois. C'est-à-dire, et encore, ciao kombucha, ça peut vivre sur ses pieds. Mais en fait, j'ai pas envie de faire un business qui est basé uniquement sur mon audience, et j'ai envie d'avoir un truc qui est limite séparé, où j'ai pas l'impression tous les 2 jours de vendre
ah salut les gens, voilà, alors j'ai fait ma formation pour faire truc, tu vois, parce que ça c'est des business qui sont basés que sur le fait de ramener des gens de ma chaîne vers acheter. Moi je préfère faire du levier sur ok ce que j'ai déjà, et je préfère les business aussi qui sont pas consumer, tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire, par exemple, le Fuse Shop j'aime bien, tu vois, c'est rigolo parce que c'est du merchandising, mais je ferai pas une marque de vêtements moi-même. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de construire le back-end En fait, je reviens en arrière. En gros, j'aime bien intégrer verticalement tout ce que je fais. C'est-à-dire, j'ai ma chaîne YouTube, j'ai besoin d'OP. Bon, bah alors qu'est-ce que je peux faire? Je peux aller voir une agence, je peux recruter une personne en interne, mais du coup, ce que j'ai choisi de faire, c'est m'associer avec Hugo en question, enfin en l'occurrence, pour créer une agence qui va du coup va gérer mes OP, mais va gérer aussi les OP d'autres créateurs, tu vois. Et c'est comme ça un peu que je fais en sorte que dans le futur, même si j'arrête YouTube, c'est pas, enfin tout mon écosystème n'est pas dépendant de moi en fait. C'est ça le truc. Et puis en même temps, je fais des trucs que moi j'utilise. Et pour moi c'est la bonne façon de faire du business entre guillemets, c'est tu crées des produits, des services que toi t'aimerais utiliser. Pareil, Sandblock, quand on a créé Sandblock, moi mon idée à la base, c'était que ok, j'étais en train de me staffer pour pouvoir faire des concepts Minecraft. Pour pouvoir faire de la pré-prod Minecraft, et je me disais, le truc c'est que demain j'arrête Minecraft, j'ai plus envie de faire de Minecraft, tous ces gens-là, j'aurais passé du temps à les former, à les recruter, enfin voilà, qu'est-ce que je vais en faire? Et je me suis dit, du coup l'idée c'est de proposer ce service à d'autres créateurs, à des marques, sur du marketplace, pour faire des serveurs, pour faire d'autres trucs. Pareil Creator Lab, quand je suis venu te voir avec l'idée de Creator Lab, c'était juste, ok, moi je vois une problématique qui est très claire avec le Fuse Shop, c'est que je sais pas le gérer, j'ai pas le temps de le gérer. Enfin voilà, tu vois, j'aimerais bien avoir quelqu'un qui est en charge de ça. Et c'est un besoin qu'ont d'autres créateurs. Du coup, tu crées une brique dont je me sers, dont je suis client, mais en même temps qui sert à d'autres créateurs, tu vois. Ok. On a vu quand même, en général, avec ta vie, comment t'es tombé dans la création de contenu, mais qu'est-ce qui, toi, t'a attiré vers tout ça, le business, en fait? Genre, créer du business, est-ce que t'as des... Comment t'es tombé là-dedans? YouTube, encore? C'est une bonne question. Attends, j'essaie de retourner vraiment à la base du business. Pourquoi? En fait, moi, je pense que j'ai toujours été intéressé par le business, pas au sens faire de l'argent, make money, machin, mais en fait, créer une organisation. Moi, c'est toujours un truc, et on en revient au truc de quand je crée des sites internet et que je faisais semblant d'avoir une rédaction pour faire des tests de jeux vidéo. En fait, moi, j'aimais bien ce délire de, ok, on crée un site internet, on a une équipe de rédaction, de trucs. Enfin, tu vois, créer une organisation et faire un truc qui vit, je sais pas, ça m'a toujours passionné. Et du coup, je pense que quand j'en ai eu l'occasion de faire ça avec YouTube, ça m'a quand même pas mal intéressé. Et après aussi, je consomme beaucoup de vidéos YouTube. Et je sais pas à quel moment il y a eu ce point d'inflexion, mais il y a eu un point d'inflexion où je commençais à avoir de plus en plus de vidéos business qui expliquaient des trucs business dans mes recommandations, et forcément ça m'a intéressé, t'apprends plein de trucs. Un truc dans lequel je suis tombé, c'était en 2015, c'était les conférences de Oussama Ammar à The Family, donc Coup d'État ça s'appelait. Donc c'était avant qu'il soit cancel, traité de mytho, machin, etc. Et c'est pour ça d'ailleurs que tu vois, il y a plein de gens, quand j'ai fait un podcast du coup avec Oussama Ammar sans permission, il y a beaucoup de gens qui ont dit ouais, comment est-ce que t'oses faire une vidéo avec ce gars-là et tout, machin, c'est un mytho, un arnaqueur, machin. Mais en fait, c'est parce que moi, j'ai tout ce passif de, pendant 5 ans, tu vois, de 2015 à 2020, moi, je pense que j'ai regardé toutes les vidéos de Oussama Ammar qui existent sur Internet, de lui qui expliquait des trucs qui étaient quand même relativement avancés en termes de business, qui étaient très intéressants. J'avais aucune raison de me dire, ah, le mec est un arnaqueur, tu vois, c'était un gars, personne ne le connaissait, tu vois, il avait sa petite communauté. Mais voilà, en tout cas, le gars était intéressant. Et forcément, quand tu passes 5 ans à regarder des conférences de 2 heures toutes les semaines d'un gars, tu t'attaches un peu à la personne. Et c'était un peu un moyen de boucler la boucle, d'aller faire ce podcast avec Oussama. Et du coup, je pense que, voilà, rétrospectivement, je pense aussi que c'est ça qui m'a aussi pas mal influencé businessment parlant dans ma vie, quoi. Même si j'avais pas la vocation de faire une entreprise, en fait, je me rendais compte que tout ce qui décrivait, en fait, je le vivais, notamment dans Palladium. Parce que Palladium, ça a été un peu ma première expérience dans le business, même si je voyais vraiment pas ça comme ça. Et en fait, quand il parlait des histoires entre employés, en fait, moi, je voyais ça, les histoires entre les modérateurs. Quand il parlait de créer un produit, avoir un product market fit, en fait, je me rendais compte exactement de ce que ça voulait dire avec Palladium.
Et je pense que c'est comme ça que j'ai mis le premier pas dans l'entrepreneuriat. Ok. Et comment aujourd'hui, avec toutes ces boîtes, genre t'as Pala, Block Media, Creator Lab, Sandblock, j'en oublie peut-être, j'ai déjà dit Pala, ou Ouais, bref. ouais. Avec toutes ces boîtes, tu arrives à les gérer. Bon, j'ai remarqué quand même que tu avais un pattern où souvent tu te mets avec un associé et tu t'apportes quelque chose à la boîte, mais du coup, tu travailles souvent avec un associé qui s'occupe de la haute partie du travail, j'ai l'impression. Ouais. Mais comment tu arrives quand même à gérer tout ça? Parce que tu as quand même t'investis, j'imagine, du temps dans tous ces projets. Comment tu arrives à gérer ce temps-là et à toi réussir à gérer à côté YouTube aussi, qui est ton activité principale, quoi. Comment tu gères tout ça en même temps? Ouais, bah comme tu dis, en fait, moi, pendant très longtemps, les trucs, je les faisais et j'avais les mains dans le cambouis, tu vois. Je faisais l'opérationnel, Palladium, j'ai fait des trucs opérationnels pendant des années. Ensuite, après, on a fait Block Media. Block Media, au début, j'étais très les mains dans le cambouis aussi. Sandblock, pareil. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était ingérable, que plus tu rajoutes de trucs, moins tu fais les choses bien. Et en fait, avant, quand je créais des boîtes, par exemple, j'avais souvent tendance à, à être actionnaire majoritaire, tu vois. C'est-à-dire, je crée une boîte, peut-être je m'associais, je donnais 20% à l'autre personne. Et en fait, je pense que c'était une erreur parce que c'est des sujets qui sont revenus assez vite sur la table, typiquement sur Block Media, où on a commencé, où j'avais, je crois, 70% des parts, quelque chose comme ça. Et au bout d'un an, Hugo qui est venu me voir et qui m'a dit, bah écoute, moi je me sens pas à l'aise avec ça, parce que c'est moi qui fais le gros du travail, c'est moi qui viens chercher la croissance, les trucs, les machins. Alors certes, pour le coup, voilà, moi j'ai donné mes contacts, j'ai passé du temps sur la boîte, je reste le client principal. Et en fait, le vrai enjeu quand tu fais une agence de... Parce que pour donner le contexte, Block Media, parce que peut-être que les gens n'ont pas le contexte, mais Block Media, c'est l'agence qui gère mes OP, qui gère les OP d'autres créateurs. Quand tu fais une agence, la partie la plus difficile, c'est pas de trouver les marques, la partie la plus difficile, c'est de trouver les créateurs. Et du coup, en étant genre le plus gros créateur qui fait le plus de deal flow, en fait, c'est quand même un énorme apport. J'ai fait un apport financier à la base, je crois que j'ai déjà dit. Je donne les contacts, j'essaye de faire des passes D. Mais clairement, ça valait pas 70% comme je l'ai aujourd'hui. Du coup, là est venue la renégociation. Et en fait, je me suis rendu compte que pendant des années, dès que je faisais une boîte, dès que je faisais un truc, c'était le bordel. Les gens étaient pas sérieux. Tu vois, des fois, je lançais des projets, mais les gens, ils bossaient dessus 2 semaines, puis ils arrêtaient, puis c'était une galère. Et en fait, je me suis rendu compte, je préfère avoir des gens, leur donner la majorité de départ, tu vois, même si moi j'ai 10%, 20%, enfin je m'en fous, tu vois. Du moment que j'ai un petit morceau du truc, ça me va. Et je les laisse gérer en autonomie. Et moi, je viens aider quand j'ai vraiment une plus-value pour aider, plutôt que d'essayer de donner mon avis sur tout alors que ça sert à rien et que j'ai pas. Enfin, tu vois, j'ai pas tout le contexte en fait. Pour faire des bonnes décisions, il faut avoir du contexte et des informations. Et quand t'as pas toutes les informations et que tu prends des décisions, tu fais de la merde. Donc c'est ça mon gros enseignement, c'est essayer d'avoir des gens avec lesquels être associé. Et c'est un des gros problèmes que j'ai eu notamment avec Palladium, c'est que Palladium, c'est un truc qui a 10 ans, c'est un truc sur lequel j'ai 100% des parts, je suis tout seul, et je peux pas aller voir n'importe qui, lui dire tiens salut, je te donne 51% de Palladium, parce qu'en fait intrinsèquement Palladium a quand même une sacrée valeur. Donc soit la personne il faut qu'elle vienne et qu'il me rachète ces 51% des parts, tu vois. Et ça me fait un peu chier aussi d'être minoritaire, tu vois, parce que c'est quand même un petit peu mon bébé Palladium plus que les autres projets que j'ai fait après, parce que même au début Palladium c'était pas censé être une entreprise en fait, c'était mon serveur, et donc je l'ai quand même vachement rattaché à moi, donc c'est très difficile de lâcher prise. Un moment j'avais eu une offre pour acheter Palladium qui rétrospectivement était extrêmement intéressante pour moi, genre pour le coup c'était ouais, d'un point de vue purement financier, j'aurais dû la prendre, mais je sais pas, je le sentais pas, tu vois, j'étais pas aligné avec ça. Et en fait, l'avantage, c'est que le deal, c'était, je vendais 50% de Palladium, et la boîte qui rachetait, du coup, elle s'occupait de tout l'opérationnel, mais j'avais encore mon mot à dire, tu vois. C'était moi qui décidais les trucs, mais juste, c'est plus moi qui gérais, et en même temps, je récupérais un gros chèque. Donc, quand j'ai refusé cette offre, j'étais en mode bon ok vas-y je vais essayer de gérer tout seul et le truc m'a un peu pété entre les doigts, c'est-à-dire que arrivé un moment où j'arrivais plus du tout à gérer Palladium, les équipes, tu vois, pour revenir sur le fait que je faisais plus de management,
les équipes, ça se sentait vraiment en fait qu'il y avait plus d'unité, c'était le bordel. Enfin, j'avais fait vraiment beaucoup de merde à ce moment-là. Et donc, on arrive aujourd'hui où là, avec Palladium, on bosse sur un truc depuis 4 mois que je peux pas annoncer malheureusement. Enfin, je sais pas quand il sort le podcast. Dans la semaine, donc. Ouais, donc non. Non, mais voilà, en tout cas, courant juillet, il y aura une très grosse annonce en rapport avec Palladium. Sur la chaîne entrepreneuriale, parce qu'en fait, pour les joueurs, ça va rien changer. Enfin, si, ça va changer des trucs, ça va être mieux, mais il n'y aura pas de grosses annonces pour les joueurs. Mais en tout cas, moi, d'un point de vue gestion de Palladium, il y a un très gros truc. Il y a un très. Enfin, je pense que les gens, ils vont être en mode waouh, putain, ouais, stylé de fou. Mais voilà, moi ça va me permettre de mieux gérer Palladium, de passer moins de temps sur les trucs qui m'intéressent pas, c'est-à-dire gérer de l'humain. Moi je suis très mauvais et je pense que je suis une usine à faire des catastrophes. Et de me concentrer sur faire des vidéos sur Palladium, faire du gameplay cool, et voilà. Ok. Et avec tout ça, t'arrives quand même à prendre des vacances, du repos, des vraies vacances, genre en mode là t'es parti en Grèce, du coup tu Ouais. disais, t'as travaillé en même temps, est-ce que t'arrives quand même à t'allouer des journées comme ça ou des Moi semaines le dimanche je travaille pas, c'est-à-dire le dimanche Off complet je réponds à des messages s'il y a des messages, enfin tu vois j'ai un œil mais j'essaye de pas travailler quoi, enfin de pas activement faire des trucs. Après sinon en vacances non, en vrai en vacances il y a toujours un truc, comment je dois faire une voix, enfin moi je fais un truc. Mais on va dire j'ai un équilibre qui là me convient et en vrai je travaille quand même beaucoup moins. En fait j'ai l'impression de beaucoup moins travailler qu'avant parce que en fait c'est pour ça qu'il y a moins de vidéos sur mes chaînes aussi, c'est que je me mets moins la pression. C'est-à-dire avant, si à 9h j'avais pas commencé à rec, j'étais angoissé, tu vois, il fallait que je prenne le retard. En fait, c'était tout dans le stress, tout dans le rush. Et là maintenant, ce qui se passe, c'est que bah, voilà, le matin, je me lève, je mets pas de réveil, je prends le temps de prendre mon café, machin, après enfin, tu vois, je mets moins la pression. Mais tu vis quoi. Je vis, mais après, d'un autre côté, tu vois, il y a une autre pression qui s'installe, c'est la pression de putain, est-ce que je suis pas en train de pas assez travailler, de laisser passer l'opportunité que j'ai, machin, etc. Donc, je suis un peu dans un pendule de putain, ah, c'est trop dur, j'arrive plus à tenir le rythme, ah, putain, c'est trop mou. Et là, je suis dans la période un peu c'est trop mou, tu vois. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de me mettre un challenge de faire du daily upload là, en juillet, je vais essayer. Parce que, tu vois, je sens que j'ai besoin d'être repoussé un peu dans mes retranchements de temps en temps, parce que sinon, je deviens tout mou, tu vois. Et il y a des périodes où, en fait, j'avais tout délégué, et où, en fait, c'est des périodes où j'étais pas épanoui, tu vois. Ok. C'est quoi ta journée off idéale? Genre en mode tu dois prendre ta journée ou ta semaine en mode idéal de vacances. T'as un truc un peu comme ça, un kiff du parcours. Bah, moi, le matin, généralement, je vais courir. Après, je prends un petit café. Tu vois, je cours jusqu'à un café. Donc, voilà. Je bois mon petit café. Après, je vais manger un truc dehors. Après, je rentre chez moi. Et bah, je sais pas, je regarde des séries, je regarde YouTube. En fait, paradoxalement, j'aime bien travailler les jours off. Parce qu'en fait, je sais que si je travaille un jour off, je travaille sur un truc que j'ai vraiment envie de travailler. Tu vois. Je planifie un truc qui m'excite. Enfin, tu vois, genre, je suis en mode, ah putain, ce projet-là, j'ai jamais le temps de travailler dessus. Tu sais, c'est un projet un peu passion. Tu vois, j'aime bien ça. J'aime bien. Mais du coup, je vois pas ça comme du travail si c'est un jour off, tu vois. Une question un peu rien à voir mais qui me vient comme ça. T'avais lancé des vidéos un peu sur Qsclip où Ouais, tu publiais tous les jours. C'est fou ça. Ah, j'ai un peu give up, ouais. Non, en fait, ce qui me fait chier, c'est pas le fait d'avoir arrêté, mais c'est le fait d'être en mode ouais, tout, modification et tout, et le mec il arrête, tu vois. C'est vraiment une grosse merde. En fait, au moment où j'ai sorti ça, c'est parce que c'est une période dans ma vie où j'étais un peu en yo-yo. Tu vois, ma vie c'est un peu en yo-yo, c'est putain, je suis motivé, je suis plus motivé, je suis motivé, je suis plus motivé. C'était une période où j'étais pas motivé, et je voulais me motiver et motiver d'autres gens en même temps, par la même occasion. J'espère que ça a motivé les gens, j'espère qu'il y a des gens qui ont réussi à faire des trucs cool dans leur vie grâce à ça. Et en fait, tu vois, tu rates un jour, tu rates 2 jours, tu rates 3 jours, puis après tu te dis putain, je vais pas revenir comme un con au bout de 3 jours. Puis bon, allez, je vais faire une vidéo, je reviens au bout de 3 jours. Puis ensuite, tu rates un autre jour, et en fait, à la fin, une fois que t'as rentré dans ce pattern, c'est fini. Donc j'ai préféré arrêter plutôt que de faire en dents de scie, voilà. Et puis, mine de rien, tu sais, encore une fois, on revient sur ce truc de charge mentale, ça me faisait une ligne édito en plus à penser, même si c'était très peu de travail, 5 minutes à la fin de la journée. Il n'y avait pas vraiment de plus-value. Donc voilà. Ok, là on va passer si t'es chaud sur. C'est un peu la dernière phase avant les questions en one shot. Ouais. On parle de tes business, on fait une petite passe sur tous tes business. Palladium on l'a déjà fait du coup dans l'ensemble. Vas-y, ouais. C'est quoi l'objectif avec Block Media, genre dans le futur Est-ce que là vous êtes content d'où vous en êtes et vous restez un peu comme ça, ou est-ce que vous avez l'objectif un peu de croissance et genre c'est quoi vos buts sur le long terme?
Alors pour le coup, en fait, le truc, c'est que vu que moi aujourd'hui, je considère Block Media que c'est pas ma boîte, tu vois. C'est-à-dire que moi, quand je, même si en vrai j'ai participé à la création, etc. Enfin voilà, j'ai trouvé le nom, les trucs comme ça. Je préfère que la personne qui est en charge du projet, bah, il ait pas l'impression que c'est la marionnette de Fuse et Fuse il décide tout et machin et Fuse il a décidé qu'on allait faire ça et enfin tu vois. Si Hugo veut mon avis et qu'il veut enfin, voilà, des pistes, je vais lui donner, il n'y a pas de souci, je vais lui dire ce que j'en pense. Mais au niveau de l'ambition, bah, en fait, bah, c'est continuer à croître tranquillement, tu vas faire mieux d'année en année. Après, il n'y a pas de turbo-ambition de faire plus de 100% par an, machin, etc. Là, globalement, je suis quand même très satisfait du taf que fait Hugo. C'est-à-dire que, je sais pas si j'ai le droit de dire les chiffres, mais globalement, année 1, on a commencé assez haut. Année 2, on a fait plus 30%. Là, cette année, on a l'air de partir sur limite plus 50%. C'est quand même C'est fou. des beaux taux de croissance. Après, tu sais, quand tu commences en bas, c'est pas non plus. Enfin, tu vois, il y a des boîtes qui font plus impressionnant. Mais après, on n'est pas non plus sur du SaaS. Tu vois, le SaaS, t'es pas capé. Enfin, tu vois, c'est scalable. Là, c'est un business qui est pas scalable. Donc, faire 50% par an. C'est pas scalable. Bah, scalable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de coût marginal à rajouter. Tu vois, par exemple, si on rajoute 10 créateurs demain dans Block Media, il faut recruter une nouvelle personne pour les gérer. C'est Oui, en mais- ce sens-là que c'est pas scalable. Alors que Oui, mais t'es du coup, goût- c'est scalable quand même. Enfin, t'es obligé de scaler ton personnel avec, mais c'est quand même. Oui, mais en fait, moi, ma définition de la scalabilité, c'est qu'en fait, le coût de rajouter. En fait, tu vois, par exemple, t'es Google. T'es Google, tu vas dépenser 1 million d'euros pour développer ton algorithme. La première recherche, elle va coûter 1 million. La deuxième, c'est comme si chaque recherche avait coûté 500 000. Et du coup, chaque recherche que tu rajoutes, bah, en fait, ton coût se réduit. C'est une économie d'échelle. Donc, et par contre, imaginons que tu es une agence, si tu rajoutes un premier créateur, bah, ça te demande tant de travail en tant que talent manager. Tu rajoutes un deuxième créateur, bah, c'est 2 fois plus de travail. Et en fait, si tu regardes, bah, la quantité de gens que tu peux gérer, elle est linéaire avec la quantité de ressources que ça te demande. Ouais, c'est moins exponentiel qu'un SaaS, mais c'est quand même scalable. Ouais, mais dans ce cas-là, Quand tu regardes toute boîte Kodak, est scalable. Une boulangerie, c'est scalable. Bah ouais, Donc, t'en ouvres plusieurs. voilà. Mais du coup, moi, c'est pas ça ma définition de la scalabilité. Par exemple, un serveur Minecraft est plus scalable parce que tu développes le serveur Minecraft, mais ensuite, bah, tu peux accueillir 1 million de joueurs. C'est la même Acheter des quantité de serveurs et développement, tout, tu vois. mais je sais pas, ok. Ça dépend de la définition. Je sais pas laquelle est la vraie définition de. T'es sûr de ta définition? Bah, en tout cas, selon Oussama Hamar, Ok. Là, ok, trop cool. On passe au dernier truc, tu vois, ça fait un moment qu'on recorde. Je te pose, je mets un chrono. Tu vas mettre un chrono parce que je peux pas mettre mon chrono sur mon tel et en plus. ok. On fait 2 minutes, je mets bien ton tel du coup avec le chrono. Je fais 2 minutes, je te pose des questions très rapidement et tu réponds au tac au tac, ok? Vas-y. Genre, t'essaies vraiment de pas trop réfléchir, juste. Il y a des questions un peu pièges, tu vois, genre. Ah, yes, trop bien. Ok, t'es prêt? Vas-y. 3, 2, 1. Canada ou Pays-Bas? Canada. Une chaîne YouTube à recommander. The Great Review. La personne la plus connue que t'as rencontrée. Inoxtag. Est-ce que tu penses dépasser Natop Short un jour? Non. Ton pays préféré? Pays-Bas. T'as déjà menti dans une vidéo? Quoi? T'as déjà menti dans une vidéo? Oui. Le youtubeur que tu regardes genre en secret? Que t'assumes pas trop? Pas Thibaut InShape. La vidéo dont tu es le plus fier? Peut-être le premier chat. 100 000 en cash ou 1 million d'abonnés en plus? 1 million. Le mot qui résume ta chaîne. Si tu dois résumer ta chaîne. Nerd. Un jeu que tout le monde aime sauf toi. Putain, passe. T'as déjà tourné une vidéo que t'as jamais osé publier? Si oui, laquelle? Non. Est-ce que Hytale va remplacer Minecraft? Non. Est-ce que t'as déjà pensé à changer de pseudo? Non. Un artiste musical à recommander? Jean Jass. Une appli que tu ouvres tous les jours? L'appli que tu utilises le plus? Twitter. Un mot que tu dis trop souvent? Objectivement. Le jeu que tu relanceras toujours avec plaisir? Open. Ne plus jamais créer ou ne plus jamais regarder YouTube? Plus jamais créé. Sur YouTube ou Ouais, ne plus jamais plus créé. jamais regarder YouTube? Non, je regarde trop YouTube. Ok. Si t'étais pas youtubeur, s'il n'y avait pas YouTube, tu ferais quoi? Alors là, je disais infographiste, mais du coup, je pense que je serais entrepreneur. Ok. Bah voilà. C'est terminé.